En apercevant une fille en train de recoudre un ours en peluche abîmé sur le sol sec de la route, un millionnaire s'arrêta immédiatement. Curieux, il s'approcha et remarqua que c'était l'ours en peluche qui avait appartenu à sa fille décédée. À cet instant, il sentit que la vie lui montrait une voie. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. On continue. La Renault Espace de Philippe Mercier filait sur les routes sinueuses de la campagne provençale. Les vignobles défilaient par la fenêtre sous un soleil de plomb, mais l'habitacle climatisé de son véhicule de luxe le maintenait dans une bulle de confort. Philippe, 53 ans, PDG du groupe Mercier Investissement, l'une des plus grandes sociétés financières de France, consultait distraitement les cours de la bourse sur son téléphone dernier cri tout en dictant des instructions à son assistant. Personnel via le système Bluetooth. Martin reporte la réunion avec les Japonais à mardi prochain et dit à Juliette de finaliser le dossier Montparnasse avant vendredi. Les actionnaires s'impatientent. Sa voix était ferme, habituelle au commandement, forgée par 25 années à diriger des empires financiers depuis son bureau panoramique du 8e arrondissement de Paris. Ce détour par la Provence n'était pas prévu. Philippe devait se rendre à Monaco pour une conférence économique, mais quelque chose l'avait poussé à prendre la route nationale plutôt que l'autoroute. Un besoin inexplicable de s'éloigner des sentiers battus, peut-être. Depuis quelques années, ses impulsions le prenaient parfois comme des bouffées d'air frais dans une vie réglée à la minute près par son agenda électronique. La chaleur écrasante de ce mois de juillet avait asséché la végétation, transformant les collines verdoyantes en paysages jaunâtres. Philippe ralentit en apercevant un petit village accroché à flanc de colline. Beauvallon, indiquait le panneau défraîchi. Un nom poétique pour un hameau qui semblait figé dans le temps, avec ses maisons en pierre ocre et ses volets bleus, lavande. Sans vraiment comprendre pourquoi, Philippe engagea sa voiture sur le chemin de terre qui menait au village. Le contraste était saisissant entre son véhicule rutilant et les tracteurs poussiéreux garés devant les fermes. Il baissa légèrement sa vitre teintée, laissant entrer l'odeur chaude de thym et de romarin qui embaumait l'air. À l'entrée du village, il s'arrêta près d'une vieille fontaine en pierre. La place était déserte, écrasée par la chaleur de midi. Même les cigales semblaient avoir fait une pause dans leur concert estival. Philippe coupa le moteur et sortit de la voiture, ébloui par la lumière intense. Son costume sur mesure et ses chaussures italiennes détonnaient dans ce décor rustique. C'est alors qu'il la vit assise sous un amandier desséché à l'écart de la place. Une petite silhouette concentrée sur une tâche minutieuse. Une fillette d'une dizaine d'années, les cheveux châtains ébouriffés par le vent, vêtue d'une robe simple en coton défraîchi. Elle était pieds nus, la peau bronzée par le soleil provençal et semblait totalement absorbée par son ouvrage. Philippe s'approcha intrigué. La petite ne leva même pas les yeux, trop occupée à faire passer une aiguille dans ce qui semblait être une peluche. C'était un ours en tissu, usé jusqu'à la corde, rapiécé de toutes parts avec des morceaux de tissu dépareillés. Un œil en bouton noir lui manquait et la bourre s'échappait par endroits. Pourtant, la fillette le manipulait avec un soin infini, comme s'il s'agissait du plus précieux des trésors. « Bonjour », dit Philippe, sa voix résonnant étrangement dans le silence de midi. La petite sursauta légèrement, levant vers lui des yeux d'un bleu profond, méfiant mais curieux. « Bonjour. »« Monsieur », répondit-elle finalement sans interrompre son travail de couture. « Comment t'appelles-tu » demanda Philippe, surpris par sa propre curiosité. « Manon », dit-elle simplement, enfilant soigneusement son aiguille dans le ventre éventré de l'ours. « Et lui, comment s'appelle-t-il » poursuivit Philippe, en désignant la peluche. Un sourire éclaira le visage mince de la fillette. « C'est Théo. Il est avec moi depuis toujours. » Philippe s'accroupit pour mieux voir l'ours, fasciné par les petites mains agiles qui réparaient patiemment le jouet maltraité par le temps. Chaque couture était différente. Ici un fil rouge vif traversant le bras gauche, là un raccommodage bleu ciel sur la jambe droite, une pièce de tissu vert pomme sur le ventre. C'était comme si chaque réparation racontait une histoire, marquait une étape dans la vie de cet enfant. « Tu le répares bien », observa-t-il, touché par tant de délicatesse. Manon haussa les épaules. « Il se déchire parfois. Alors je le recous. Mamie m'a appris avant de partir. »
Cette façon simple d'évoquer l'absence frappa Philippe. Il s'assit sur une pierre à côté de la fillette, oubliant complètement son costume hors de prix et la poussière qui l'entourait. « Tu vis ici, à Beauvallon » demanda-t-il. « Oui, avec mon oncle Xavier et ma tante Élise. Là-bas. » Elle pointa du doigt une modeste maison aux volets écaillés à l'autre bout de la place. Philippe observa plus attentivement l'ours en peluche. Quelque chose dans sa forme, dans la texture de sa fourrure beige délavée, éveillait en lui un écho lointain, comme une mélodie oubliée qu'on reconnaît soudain. Il tendit la main instinctivement. « Je peux » demanda-t-il. Manon hésita, serrant imperceptiblement la peluche contre elle, puis hocha la tête et tendit l'ours avec une confiance qui le toucha. En prenant l'objet entre ses mains, Philippe sentit un frisson parcourir son échine. Le tissu était doux malgré l'usure, la bourre inégalement répartie à cause des nombreuses réparations. Mais ce qui attira son regard fut une petite marque sur la patte gauche, presque effacée par le temps, un minuscule cœur brodé en fil doré. Le monde autour de lui sembla vaciller. Des images affluèrent dans son esprit. Un grand magasin parisien, illuminé pour Noël, une petite fille aux cheveux blonds qui serrait contre elle un ours en peluche neuf, identique à celui-ci. Le même ours, comprit-il avec stupeur. D'où vient cet ours » articula-t-il avec difficulté, la gorge soudain sèche. Manon reprit délicatement la peluche. « Je l'ai depuis toujours, c'est le seul souvenir que j'ai, d'avant. » Le téléphone de Philippe vibra dans sa poche, le ramenant brutalement à la réalité. L'écran affichait le nom de son assistant, sans doute pour lui rappeler un rendez-vous important. D'un geste machinal, il rejeta l'appel. « Tu devrais répondre », dit Manon avec une sagesse étonnante pour son âge. « Les grands sont toujours pressés. »« Pas aujourd'hui », répondit Philippe, surpris par sa propre décision. Il regarda Manon continuer à coudre, hypnotisé par ce geste répétitif et apaisant. Le temps semblait s'être arrêté sous cet amandier, dans ce village perdu de Provence. Une brise légère se leva, apportant un peu de fraîcheur et le parfum des lavandes qui poussaient plus loin sur les collines. « Il était à ma fille », murmura Philippe, les mots s'échappant de sa bouche presque malgré lui. Manon leva les yeux, l'interrogeant silencieusement. « Cet ours, précisa-t-il, il appartenait à ma fille, Claire. »« Où est-elle maintenant, ta fille ?» demanda innocemment. « Manon !» Philippe sentit son cœur se serrer. Comment expliquer à cet enfant? Comment parler de l'accident qui avait emporté Claire à l'âge de 8 ans, il y a maintenant 12 ans? Comment décrire le vide qui l'habitait depuis, malgré sa réussite professionnelle fulgurante, malgré les millions sur ses comptes bancaires et les propriétés luxueuses disséminées à travers le monde? Elle n'est plus là, dit-il simplement. Elle est partie il y a longtemps. Manon hocha la tête comme si cette explication lui suffisait. Alors c'est pour ça que Théo est venu me trouver. Les ours en peluche savent toujours qui a besoin d'eux. Cette phrase prononcée avec une conviction absolue bouleversa Philippe. Comment cet ours avait-il pu voyager des beaux quartiers parisiens jusqu'à ce village reculé de Provence? Était-ce possible que le jouet qu'il avait acheté pour Claire lors d'un voyage d'affaires à Londres, celui qu'elle serrait dans ses bras à l'hôpital pendant ces derniers jours, soit maintenant entre les mains de cette petite fille inconnue? « Je vais devoir y aller, » dit Manon en se levant soudainement. « C'est l'heure de préparer le déjeuner pour tante Élise. Elle rentre des champs à 12h30. » Philippe consulta sa montre. 12h15. Il avait complètement perdu la notion du temps. « Je peux te raccompagner » proposa-t-il, étrangement réticent à l'idée de la voir partir. « Non merci, monsieur, je connais le chemin. » Elle rangea soigneusement son aiguille et son fil dans une petite boîte en métal, puis serra l'ours contre sa poitrine. Avant de s'éloigner, elle se tourna vers Philippe. « Vous pouvez revenir demain si vous voulez. Je suis toujours ici le matin. Théo aime prendre l'air. » Sur ces mots, elle s'éloigna d'un pas léger vers la petite maison aux volets écaillés, laissant Philippe immobile sous l'amandier, partagé entre incrédulité et émotion. Il remonta lentement dans sa voiture, mais ne démarra pas immédiatement. Son regard resta fixé sur la silhouette de Manon, qui disparaissait dans la ruelle. Son téléphone vibrait sans cesse, mais pour la première fois depuis des années, les courriels urgents, les transactions financières et les réunions stratégiques lui semblaient dénués de toute importance. Il sortit de la boîte à gants une vieille photographie qu'il gardait toujours avec lui. Claire à 7 ans, souriant à l'appareil, serrant contre elle un ours en peluche neuf, identique à celui
que Manon venait de réparer avec tant d'amour. Comment est-ce possible? Murmura-t-il pour lui-même, alors que le soleil de Provence inondait l'habitacle de sa voiture de luxe. Philippe passa le reste de la journée dans un état second. Il annula sa participation à la conférence de Monaco et réserva une chambre à l'unique auberge de Beauvallon, le Clos des Lavandes, une bâtisse en pierre du XVIIIe siècle reconvertie en établissement touristique. La propriétaire, Madame Roussel, une femme robuste à la chevelure grisonnante, l'accueillit avec un mélange de curiosité et de méfiance. Les hommes d'affaires parisiens en costume Armani ne s'arrêtèrent guère dans son modeste établissement. « Pour combien de temps, monsieur ?» demanda-t-elle, en lui tendant un registre d'une autre époque. « Je ne sais pas encore, » répondit Philippe, surprenant lui-même par cette indécision inhabituelle. « Disons quelques jours pour commencer. » La chambre était simple mais propre, avec une vue imprenable sur les collines environnantes et le petit clocher roman qui dominait le village. Philippe déposa sa valise, desserra sa cravate et s'assit sur le lit. L'absence de climatisation rendait l'air étouffant, mais étrangement cela ne le dérangeait pas. Il sortit à nouveau la photographie de Claire et la contempla longuement. Sur l'image, Claire souriait, ses yeux bleus pétillants de malice. Elle portait une robe de velours bordeaux, celle qu'elle avait insisté pour mettre ce jour-là, malgré la chaleur, et dans ses bras serrés contre son cœur se trouvait l'ours en peluche, alors neuf et immaculé. Philippe se souvenait parfaitement de ce jour. C'était lors de leur dernier Noël ensemble, 3 mois avant l'accident. Il se rappelait avoir acheté cet ours dans une boutique de jouets traditionnelle à Londres, lors d'un voyage d'affaires. Il avait choisi le plus beau, le plus doux, un modèle artisanal fabriqué en édition limitée. Claire l'avait baptisé Théo instantanément, sans la moindre hésitation, comme si l'ours lui avait chuchoté son nom à l'oreille. Après le départ de Claire, Philippe avait conservé précieusement tous ses jouets dans une pièce fermée de leur appartement parisien. Mais lors de son divorce d'avec Hélène, 2 ans plus tard, beaucoup d'affaires avaient été données à des œuvres caritatives. Philippe, plongé dans le travail pour fuir sa douleur, n'avait pas prêté attention à ces détails matériels. C'était Hélène qui avait tout géré. Avait-elle donné l'ours aussi? Comment avait-il pu atterrir dans les mains de cette petite Manon, dans ce village perdu de Provence? Un coup discret à la porte interrompit ses réflexions. C'était Madame Roussel qui lui apportait une carafe d'eau fraîche et un bouquet de lavande pour parfumer la chambre, expliqua-t-elle. Et si vous avez faim, la cuisine est ouverte jusqu'à 21 heures. Merci, dit Philippe, puis, pris d'une impulsion soudaine, connaissez-vous une petite fille nommée Manon qui vit dans le village? Avec son oncle et sa tante. Le visage de Madame Roussel s'adoucit immédiatement. Bien sûr que je connais notre petite Manon. Tout le monde la connaît ici. Une enfant extraordinaire, malgré tout ce qu'elle a traversé. Que voulez-vous? Que dire? Demanda Philippe, soudain attentif. Madame Roussel s'assit sur la chaise près de la fenêtre, visiblement disposée à bavarder. Manon est arrivée à Beauvallon il y a environ 6 ans. Ses parents, des artistes itinérants, ont eu un terrible accident de voiture près de Marseille. La petite s'en est sortie miraculeusement, mais elle a perdu père et mère du jour au lendemain. Élise Dufour, la sœur de sa mère, l'a recueillie, avec son mari Xavier. Ce sont des gens modestes, des agriculteurs qui cultivent la lavande et les olives, mais ils ont un cœur grand comme ça. Philippe sentit son estomac se nouer. Et l'ours en peluche qu'elle trimballe partout, vous savez. D'où il vient? Ah, ce fameux Théo, sourit Madame Roussel. C'est la seule chose qu'elle a pu sauver de l'accident. Les secouristes ont raconté qu'elle le serrait si fort dans ses bras qu'ils n'ont pas eu le cœur de le lui enlever, même pour les examens médicaux. C'est devenu son talisman, en quelque sorte. Xavier et Élise lui ont proposé d'en acheter 9 à plusieurs reprises, mais elle refuse catégoriquement. Pour elle, cet ours est irremplaçable. Philippe dut faire un effort considérable pour maintenir une expression neutre. L'ours n'était donc pas celui de Claire. Simple coïncidence? Mais alors, comment expliquer ce petit cœur brodé qu'il avait aperçu sur la patte gauche, exactement au même endroit où Claire avait cousu ses initiales lors d'un atelier créatif à l'école? L'ours, il a quelque chose de particulier? Une marque, un détail? Demanda-t-il, tentant de paraître désinvolte. Ah ça, je ne saurais vous dire, répondit Madame Roussel en se levant. Il faudrait demander à Manon. Cette petite connaît chaque centimètre de sa peluche.
Elle pourrait vous raconter l'histoire de chaque rapiessage. Après le départ de son hôtesse, Philippe resta longtemps assis près de la fenêtre, observant le village qui s'endormait doucement dans la lumière dorée du soir. Les cloches de l'église sonnèrent 7 heures, puis 8. Il n'avait pas faim. Son esprit bouillonnait de questions sans réponse. Vers 9 heures, n'y tenant plus, il sortit faire une promenade. Le village était paisible. Quelques anciens jouaient à la pétanque sur la place, profitant de la fraîcheur du soir. Philippe remonta la rue principale jusqu'à apercevoir la maison aux volets écaillés que Manon lui avait indiquée. Une lumière douce filtrait à travers les rideaux de dentelle et il pouvait entendre le son étouffé d'un vieux téléviseur. Il s'approcha discrètement et jeta un regard par la fenêtre entr'ouverte. Dans la petite pièce qui servait à la fois de salon et de salle à manger, Manon était assise à une table en bois concentrée sur ses devoirs. L'ours en peluche était posé à côté d'elle comme un gardien silencieux. Un homme trapu aux mains calleuses, probablement Xavier, l'oncle, lisait le journal dans un fauteuil usé, tandis qu'une femme mince aux traits fatigués mais doux s'affairait dans la cuisine attenante. Cette scène d'intimité familiale, si simple et authentique, provoqua chez Philippe une émotion inattendue. Il se souvint des soirées passées avec Claire, quand il rentrait assez tôt du bureau pour lui lire une histoire avant qu'elle ne s'endorme. Ces moments étaient rares, trop rares, réalisa-t-il avec un pincement au cœur. Combien de fois avait-il manqué le dîner familial pour une réunion cruciale? Combien de week-ends avait-il sacrifié sur l'autel de sa carrière, laissant Hélène s'occuper seule de leur fille? Soudain conscient de l'inconvenance de son espionnage, Philippe s'éloigna silencieusement et retourna vers l'auberge. En chemin, il passa devant la petite église. Par impulsion, il poussa la lourde porte en bois et entra dans la nef fraîche et silencieuse. Quelques bougies votives tremblotaient dans la pénombre, projetant des ombres dansantes sur les murs séculaires. Philippe n'était pas un homme religieux. Après la perte de Claire, il avait même développé une certaine rancœur envers toute forme de spiritualité. Quel Dieu permettrait qu'une enfant innocente soit arrachée à la vie si brutalement? Pourtant, ce soir-là, dans cette église de village, il ressentit un apaisement inattendu. Il s'assit sur un banc en bois poli par des générations de fidèles et ferma les yeux. L'image de Claire se superposa à celle de Manon, toutes deux, avec le même ours en peluche, séparés par le temps et les circonstances, mais liés par cet objet improbable. Était-ce vraiment possible, ou son esprit, affamé de connexion, créait-il des liens là où il n'y avait que des coïncidences? Le lendemain matin, Philippe se réveilla avec les premiers rayons du soleil. Il avait dormi d'un sommeil étonnamment profond, bercé par le silence de la campagne, un contraste saisissant avec le bourdonnement perpétuel de Paris. Il s'habilla simplement, délaissant pour la première fois depuis des années son costume, 3 pièces au profit d'un pantalon de toile et d'une chemise légère. Après un petit déjeuner rapide, café noir et croissant encore chaud de la boulangerie du village, il se dirigea vers l'Amandier, où il avait rencontré Manon la veille. Il était tôt, à peine 8 heures, mais la chaleur s'annonçait déjà écrasante. L'arbre projetait une ombre maigre sur le sol poussiéreux, et Philippe se demanda si la fillette viendrait vraiment. Il n'eut pas à attendre longtemps. Vers 8h30, une silhouette menue apparut au bout du chemin. Manon avançait d'un pas léger, ses cheveux châtains tressés en une natte imparfaite, vêtue d'une salopette en jean et d'un t-shirt blanc. Elle portait des sandales usées et, bien sûr, serrait contre elle l'ours en peluche rapiécé. « Vous êtes revenu », constata-t-elle simplement en s'asseyant à côté de lui, sans surprise apparente. « Je te l'avais promis », répondit Philippe, étrangement ému par cette confiance enfantine. « Les grandes personnes promettent souvent sans tenir parole », dit Manon avec une sagesse désarmante. « Mais Théo pensait que vous reviendriez. » Philippe sourit, touché par cette remarque. « Ah, oui? Et comment le sait-il ?»« Il sent ces choses-là, affirma Manon avec conviction. Il dit que vous avez les yeux tristes comme moi avant, des yeux qui ont perdu quelqu'un. » Cette observation frappa Philippe en plein cœur. Comment cette enfant pouvait-elle lire si facilement? En lui, alors que ses collègues et partenaires d'affaires le considéraient comme un homme impassible, impossible à déchiffrer. « Ton ours parle beaucoup, dit-il doucement, jouant le jeu. « Pas avec des mots, précisa Manon, avec le cœur. C'est pour ça que je dois toujours le réparer, pour que son cœur reste entier. »
Elle sortit de sa poche sa petite boîte métallique, contenant fil et aiguilles, et commença à recoudre une couture qui s'était défaite sur l'épaule de la peluche. Philippe l'observa en silence, fasciné par sa dextérité et sa patience. « Manon, dit-il finalement, j'aimerais te montrer quelque chose. » Il sortit de sa poche la photographie de Claire et la tendit à la fillette. Manon essuya ses mains sur sa salopette avant de la prendre, avec un respect touchant pour cet objet précieux. « C'est ta fille ?» demanda-t-elle en examinant l'image. « Celle qui est partie ?»« Oui, » confirma Philippe. « Elle s'appelait Claire, et regarde ce qu'elle tient dans ses bras. » Les yeux de Manon s'écarquillèrent. On dirait Théo, mais en tout neuf, sans ses cicatrices. « Je crois que c'est le même ours, » dit Philippe doucement. Claire avait brodé un petit cœur sur sa patte gauche, avec ses initiales à l'intérieur. Manon retourna immédiatement l'ours et examina sa patte gauche. Le petit cœur était là, presque effacé par les années, mais encore visible. Les 6 initiales à l'intérieur avaient disparu, remplacées par des points de suture. « C'est vrai qu'il y a un cœur, » murmura-t-elle. « Je l'ai toujours su, mais je ne savais pas qu'il venait de ta fille. » Elle caressa doucement la marque, comme si elle touchait un lien tangible avec cet enfant inconnu qui avait aimé son ours avant elle. « Comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'à toi ?» demanda Philippe, retenant son souffle. Manon haussa les épaules. « Je l'ai depuis toujours. Maman disait qu'il veillait sur moi depuis ma naissance. C'est tout ce qui me reste d'elle, avec quelques photos. » Philippe sentit sa gorge se serrer. L'ours avait-il été donné à une œuvre caritative après le départ de Claire, puis acheté d'occasion par les parents de Manon? Ou y avait-il une connexion plus profonde, plus mystérieuse entre ces deux enfants qui ne s'étaient jamais rencontrés? « Est-ce que, » hésita Manon, « est-ce que tu veux le reprendre puisqu'il était à ta fille ?» La question, posée avec une générosité déchirante malgré la douleur évidente qu'elle lui causait, bouleversa Philippe. Cet enfant était prêt à se séparer de son bien le plus précieux, de son talisman comme l'avait décrit Madame Roussel, simplement parce qu'elle pensait que c'était juste. « Non, Manon, » répondit-il avec douceur. « Théo est à toi maintenant. Je crois qu'il a choisi d'être avec toi et Claire l'aurait voulu ainsi. » Le visage de la fillette s'illumina de soulagement. « Merci, » murmura-t-elle en serrant l'ours contre son cœur. Puis, après un moment de réflexion, « Mais tu peux venir le voir quand tu veux. Il sera content d'avoir de la visite. » Philippe sentit une émotion intense l'envahir, un mélange de tristesse et de gratitude qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Derrière la simplicité enfantine des mots de Manon se cachait une sagesse profonde, une compréhension intuitive de ce dont il avait besoin. « J'aimerais beaucoup ça, » dit-il d'une voix rauque. Le soleil montait dans le ciel, intensifiant la chaleur. La place du village commençait à s'animer. Des agriculteurs partaient aux champs. Des femmes discutaient près de la fontaine. Un chien somnolent s'étirait au soleil. « Je dois rentrer aider tante Élise », annonça Manon en se levant. « Mais je reviens demain matin. Théo aime prendre le petit déjeuner sous l'amandier le dimanche. »« Je serai là, » promit Philippe. Cette fois, c'était une promesse qu'il avait bien l'intention de tenir. 3 jours passèrent, rythmés par ses rendez-vous matinaux sous l'amandier. Chaque matin, Philippe quittait l'auberge vers 8 heures, apportant des viennoiseries de la boulangerie du village pour partager un petit déjeuner avec Manon. La fillette arrivait toujours avec Théo, sous le bras, et son éternel nécessaire de couture dans la poche. Entre 2 bouchées de pain au chocolat, elle racontait à Philippe sa vie à Beauvallon, les parties de cache-cache avec les enfants du village, les leçons à l'école communale, où une seule institutrice s'occupait de tous les niveaux, les après-midi passés à aider sa tante dans le champ de lavande. Pour Philippe, ces moments simples devenaient progressivement plus précieux que toutes les réunions d'affaires de sa vie antérieure. Il répondait rarement aux appels insistants de son bureau, se contentant d'envoyer quelques courriels laconiques pour repousser ses obligations. « Urgence familiale », avait-il écrit à son assistante, sans plus d'explication. Pour la première fois en 12 ans, le monde de la finance pouvait attendre. Ce matin-là, en arrivant sous l'amandier, Philippe trouva Manon particulièrement affairée. Elle recousait une déchirure importante sur le ventre de Théo, d'où s'échappait la bourre jaunâtre. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « C'est Julien, le fils du boulanger », expliqua Manon sans lever les yeux de son ouvrage.
Il a voulu voir ce qu'il y avait dans le ventre de Théo. Je lui ai dit que c'était son cœur, mais il n'a pas voulu me croire. Philippe observa les petits doigts agiles qui réparaient le dégât avec une compétence surprenante pour une enfant de cet âge. « Tu es très doué pour la couture, » remarqua-t-il. « C'est mamie qui m'a appris avant de partir, » répondit Manon. Elle disait que réparer les choses, c'est comme réparer les chagrins. Ça prend du temps et il reste toujours une cicatrice, mais ça finit par tenir. Cette sagesse simple laissa Philippe sans voix. Combien de fois avait-il tenté de réparer sa douleur en l'enfouissant sous des couches de travail, d'ambition et de réussite matérielle. Et pourtant, la blessure restait béante, refusant de cicatriser. « Ta grand-mère était une femme sage ?» dit-il finalement. « Elle n'était pas vraiment ma grand-mère, » précisa Manon. « C'était la mère de tante Élise, mais elle m'aimait comme si j'étais sa vraie petite fille. » Elle fit un nœud solide et coupa le fil avec ses dents, puis inspecta son travail avec un œil critique. Voilà, maintenant, son cœur est protégé, à nouveau. Philippe sortit de son sac une petite boîte qu'il avait achetée la veille dans la mercerie du village. « J'ai pensé que ça pourrait être utile, » dit-il en la lui tendant. Les yeux de Manon s'illuminèrent en découvrant le contenu. Des fils de différentes couleurs, des aiguilles neuves, des petits boutons assortis, et même quelques morceaux de tissu de qualité. « C'est pour moi ?» demanda-t-elle incrédule. « Pour toi et pour Théo, » confirma Philippe. « J'ai pensé qu'il méritait les meilleurs soins. » Manon caressa les fils colorés avec émerveillement. « Merci, » murmura-t-elle. Puis, après un moment de réflexion, « Je pourrais lui faire un nouveau costume avec ces tissus, pour les occasions spéciales. » « Quelles occasions spéciales ?» s'enquit Philippe, amusé. « Comme aujourd'hui, » répondit Manon avec un sourire énigmatique. « Tante Élise m'a dit que je pouvais t'inviter à déjeuner, si tu veux bien. On mangera sous la treille, dans le jardin. Et oncle Xavier a préparé sa ratatouille spéciale. » Cette invitation inattendue toucha Philippe plus qu'il ne l'aurait imaginé. « J'en serais honoré, » dit-il sincèrement. Tandis que Manon commençait à coudre un petit gilet pour Théo avec un morceau de tissu bleu, Philippe l'observait, plongé dans ses pensées. Comment la famille de Manon percevait-elle sa présence dans leur village? Un homme d'affaires parisien, qui passait soudainement des heures avec une petite fille, cela devait susciter des questions, voire des inquiétudes. « Ton oncle et ta tante, ils ne s'inquiètent pas de me voir passer du temps avec toi ?» demanda-t-il prudemment. Manon leva les yeux de son ouvrage. « Au début, oui. Tante Élise a demandé à Madame Roussel qui tu étais, et puis je leur ai montré la photo de ta fille avec Théo. Ils ont compris. »« Compris quoi ?» s'étonna. « Philippe, que tu avais besoin de guérir comme moi, » répondit-elle simplement. Tante Élise dit que certaines rencontres ne sont pas dues au hasard. Ces paroles résonnèrent profondément en Philippe. Était-ce vraiment le hasard qui l'avait conduit à prendre cette route nationale plutôt que l'autoroute, à s'arrêter précisément dans ce village perdu parmi tant d'autres en Provence, à remarquer cette petite fille sous cet amandier précis? « Je crois qu'elle a raison, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Manon. La matinée passa rapidement. Vers midi, ils prirent le chemin de la maison aux volets écaillés. Philippe, qui s'était habitué à fréquenter les restaurants étoilés et les réceptions huppées, ressentait une nervosité inattendue à l'idée de ce simple déjeuner familial. La maison était modeste mais accueillante. Le jardin, bien qu'exigu, débordait de vie. Tomates mûrissant au soleil, basilic odorant, quelques plants de lavande et une vigne généreuse qui couvrait une pergola artisanale, offrant une ombre bienvenue. Une table en bois avait été dressée sous cette treille, avec une nappe à carreaux et des couverts dépareillés mais propres. Élise Dufour, une femme mince aux traits tirés mais au sourire chaleureux, essuyait ses mains sur son tablier en sortant de la cuisine. « Bienvenue, monsieur Mercier, » dit-elle avec une pointe d'accent méridional. « Manon nous a beaucoup parlé de vous. »« Appelez-moi Philippe, je vous en prie, » répondit-il en lui serrant la main, touché par cet accueil sans prétention. Xavier, un homme trapu aux mains calleuses et au visage buriné par le soleil, émergea du fond du jardin portant une bouteille de vin rosé perlé de condensation. « Le rosé est frais, » annonça-t-il en guise de salutation. « On peut passer à table. » Le repas fut simple mais délicieux. Ratatouille maison, fromage de chèvre, local pain croustillant et fruits du jardin. La conversation s'écoula naturellement, sans les tensions et les non-dits que Philippe redoutait.
Élise et Xavier parlèrent de leur exploitation agricole, des difficultés liées à la sécheresse de ces dernières années, mais aussi de leur attachement à cette terre familiale cultivée depuis des générations. Le lavande devient de plus en plus difficile à maintenir avec le changement climatique, expliqua Xavier en remplissant les verres. Mais on s'adapte, on essaie de nouvelles variétés plus résistantes. Philippe écoutait avec un intérêt sincère, lui qui, jusqu'à récemment, ne s'intéressait qu'aux fluctuations des marchés financiers et aux fusions-acquisitions. La résilience de ces agriculteurs face aux défis écologiques et économiques le touchait profondément. Manon, assise entre sa tante et Philippe, mangeait silencieusement. Théo, posé sur ses genoux, vêtu de son nouveau gilet bleu. De temps à autre, elle lui chuchotait quelque chose à l'oreille, comme pour l'inclure dans la conversation. « Comment va votre fille, monsieur Mercier ?» demanda soudain Élise avec douceur. La question, posée sans détour mais avec compassion, prit Philippe au dépourvu. Habituellement, il évitait soigneusement ce sujet, répondant par des formules vagues qui décourageaient toute conversation. Mais aujourd'hui, dans ce jardin provençal baigné de soleil, entouré de ces gens simples et authentiques, il sentit le besoin de partager sa vérité. « Claire nous a quittés il y a 12 ans, dit-il, la gorge nouée. Un accident de voiture. Elle avait 8 ans. » Un silence respectueux accueillit cette révélation. Élise posa sa main sur celle de Philippe, un geste simple mais profondément réconfortant. « C'est étrange, » murmura-t-elle après un moment. Manon avait 4 ans quand elle a perdu ses parents, dans des circonstances similaires. Philippe tourna son regard vers la fillette qui caressait doucement la tête de Théo semblant perdu dans ses pensées. « Je suis désolé, Manon, » dit-il doucement. « Je ne savais pas. »« Ce n'est pas grave, » répondit-elle avec cette maturité surprenante qui le déstabilisait toujours. « Je ne me souviens pas très bien d'eux, juste des sensations, des odeurs, la peinture de papa, le parfum de maman. » Ses parents étaient artistes, expliqua Xavier. Ils voyageaient beaucoup, vivaient de petites expositions, de ventes sur les marchés. Pas un mode de vie facile, mais ils étaient heureux. « Et Théo ?» demanda Philippe, revenant à la question qui le hantait depuis des jours. « Vous savez d'où il vient exactement ?» Élise secoua la tête. « Il a toujours été avec Manon. Agnès, ma sœur, sa mère, disait que c'était un cadeau d'une dame élégante qu'elle avait rencontrée lors d'une exposition à Paris. Une femme qui semblait très triste et qui avait été touchée par ses peintures d'enfants. Elle avait dit à Agnès qu'elle avait perdu sa fille récemment et qu'elle cherchait un bon foyer pour cet ours, qui avait été le compagnon de son enfant. » Le cœur de Philippe s'arrêta presque de battre. Cette femme, à quoi ressemblait-elle? « Je ne l'ai jamais rencontrée, » répondit Élise. Mais Agnès l'avait décrite comme très élégante, avec des cheveux blonds coupés courts, des yeux tristes mais un sourire doux. Elle portait une alliance en or blanc. Hélène. Cela ne pouvait être qu'Hélène, son ex-femme. Philippe se souvenait vaguement qu'après leur séparation, elle s'était mise à fréquenter des galeries d'art, cherchant un sens à sa vie après la double perte de sa fille et de son mariage. Avait-elle délibérément confié l'ours de Claire à la mère de Manon, plutôt que de le jeter ou de le donner anonymement à une œuvre caritative? « Est-ce que cette dame a laissé son nom ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Je ne crois pas, » dit Élise après un moment de réflexion. Agnès disait juste que c'était un ange qui avait croisé sa route. Elle croyait beaucoup aux signes, ma sœur. Manon, qui était restée silencieuse pendant cet échange, prit soudain la parole. « Je crois que c'était ta femme, Philippe. Théo me l'a dit. » Les adultes se tournèrent vers elle, surpris par cette intervention. « Théo te l'a dit, » répéta doucement Philippe. Manon hocha la tête avec conviction. « Il me parle parfois dans mes rêves. Il dit qu'il a été envoyé pour me protéger, mais aussi pour t'aider à guérir un jour. C'est pour ça qu'il a gardé le petit cœur sur sa patte, pour que tu puisses le reconnaître quand le moment serait venu. » Un frisson parcourut l'échine de Philippe. Ces paroles, dans la bouche d'une enfant de 10 ans, semblaient à la fois naïves et empreintes d'une sagesse troublante. Élise posa une main sur l'épaule de sa nièce. « Manon a toujours eu cette sensibilité particulière, » expliqua-t-elle à Philippe. « Les médecins ont dit que c'était sa façon de faire face au traumatisme, mais parfois je me demande si elle ne voit pas simplement des choses que nous ne voyons pas. » Le repas s'acheva dans une atmosphère chargée d'émotions contenues. Après avoir aidé à débarrasser, Philippe remercia chaleureusement ses hôtes
et promit de revenir. En partant, il sentit le regard de Xavier s'attarder sur lui, mélange de curiosité et d'évaluation prudente. « Vous comptez rester longtemps à Beauvallon » demanda l'agriculteur. « Je ne sais pas encore » répondit honnêtement Philippe. « J'ai des obligations à Paris, mais je me sens bien ici. » Xavier hocha la tête, semblant comprendre ce qui n'était pas dit. « Parfois, monsieur Mercier, la vie nous met exactement là où nous devons être, même si ce n'est pas là où nous pensions. Allez !» Sur le chemin de retour vers l'auberge, Philippe marchait lentement, l'esprit bouillonnant de questions. Était-il possible qu'Hélène ait délibérément transmis l'ours de Claire à la famille de Manon? Pourquoi ne lui en avait-elle jamais parlé? Ils avaient maintenu un contact minimal après leur divorce, échangeant des courriels formels lors des anniversaires et des dates importantes, mais sans jamais aborder le sujet de Claire ou des objets qui lui avaient appartenu. Et cette coïncidence, si c'en était une, qui avait amené Théo dans les bras d'une autre petite fille orpheline, puis qui avait conduit Philippe jusqu'à elle 12 ans plus tard. Était-ce vraiment le fruit du hasard? En arrivant à l'auberge, il trouva Madame Roussel occupée à arroser les géraniums qui ornèrent la terrasse. « Vous avez l'air pensif, monsieur Mercier, » remarqua-t-elle avec cette familiarité bienveillante propre aux gens du Sud. « Je réfléchissais aux coïncidences de la vie, » répondit-il distraitement. Elle eut un petit rire. « Ah, les coïncidences! Ma grand-mère disait toujours que ce sont des clins d'œil de Dieu, des petits rappels qu'on n'est jamais vraiment seul, même quand on croit l'être. » Cette remarque resta avec Philippe alors qu'il montait dans sa chambre. Il s'assit près de la fenêtre, contemplant le village qui somnolait sous la chaleur de l'après-midi. Au loin, le clocher de l'église se dressait contre le ciel bleu intense, immuable, témoin silencieux des drames humains qui se jouaient à ses pieds, génération après génération. Pour la première fois depuis 12 ans, Philippe sentit que quelque chose se dénouait en lui, comme un nœud obstinément serré qui commençait enfin à céder. Le soir même, Philippe ne parvint pas à trouver le sommeil. La chaleur provençale, qui ne retombait que légèrement après le coucher du soleil, n'était pas seule responsable de son insomnie. Les révélations de la journée tournaient en boucle dans son esprit, comme les pièces d'un puzzle qu'il tentait désespérément d'assembler. Vers minuit, n'y tenant plus, il sortit son téléphone et composa le numéro d'Hélène. Il hésita longuement avant d'appuyer sur la touche d'appel. Il ne s'était pas parlé de vive voix depuis presque 2 ans, se contentant d'échanges écrits impersonnels. Mais il devait savoir. La sonnerie retentit 3 fois avant qu'une voix ensommeillée ne réponde. « Philippe, qu'est-ce qui se passe? Il est minuit passé. »« Pardon de te réveiller, Hélène, dit-il, soudain conscient de l'heure tardive. J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important, au sujet de Claire et de son ours en peluche. » Un silence s'installa à l'autre bout de la ligne, si long que Philippe crut un instant qu'elle avait raccroché. « Tu l'as retrouvée, » dit-elle finalement. « Ce n'était pas une question. Comment le sais-tu » demanda Philippe, surpris. « Je savais que ça arriverait un jour, » répondit Hélène avec un soupir. « Je l'ai senti dès que j'ai confié Théo à cette jeune femme. »« Alors c'était bien toi, » murmura Philippe. « Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? Aurais-tu écouté ?» La question était directe mais sans animosité. Tu t'étais enfermé dans ton travail, Philippe. Tu refusais de parler de Claire, de voir ses photos, de toucher ses affaires. Tu voulais tout mettre dans des cartons et oublier. Philippe ferma les yeux, reconnaissant la vérité dans ses paroles. Après le départ de Claire, il avait fui. Dans le travail, dans les acquisitions, dans une réussite professionnelle frénétique qui l'empêchait de penser, de ressentir. « Raconte-moi, » dit-il simplement. « Je veux comprendre. » Hélène prit une profonde inspiration. C'était environ 1 an après notre séparation. Je visitais une petite exposition dans une galerie du Marais. Des œuvres d'artistes itinérants, rien de très connu. Il y avait ces tableaux qui représentèrent des enfants avec leurs jouets. Des peintures simples, mais qui dégageaient une telle émotion. J'ai fondu en larmes au milieu de la galerie. Elle marqua une pause, et Philippe put presque la voir, se redresser dans son lit, rassemblant ses souvenirs. L'artiste s'est approché de moi. Une jeune femme aux cheveux bruns, avec des yeux immenses et tristes. Agnès, elle s'appelait. Elle m'a offert un café et sans que je comprenne pourquoi, je me suis mise à lui parler de Claire. De sa passion pour le dessin, de son rire, de sa façon de danser dans le salon quand elle pensait que personne ne la regardait. Et de Théo, cet ours qu'elle ne quittait jamais.
Philippe sentit sa gorge se nouer. C'était la première fois depuis leur divorce qu'Hélène et lui parlaient, vraiment de leur fille. Agnès m'a raconté qu'elle était enceinte, poursuivit Hélène, son premier enfant. Elle était à la fois excitée et terrifiée. Son compagnon et elle vivaient de leur art, sans domicile fixe, allant d'exposition en festival. Elle se demandait quel genre de mère elle pourrait être dans ces conditions. « Manon », murmura Philippe. Oui, c'était Manon qu'elle portait. Elle ne savait pas encore si ce serait une fille ou un garçon, mais elle avait déjà choisi les deux prénoms. Je suis retourné voir l'exposition, le lendemain, avec l'ours de Claire dans un sac. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, Philippe. C'était comme si quelque chose de plus grand que moi me guidait. Philippe se rappela les paroles de Madame Roussel. Des clins d'œil de Dieu. J'ai donné Théo à Agnès, continua Hélène. Je lui ai dit que Claire aurait voulu que son ours protège un autre enfant. Agnès a pleuré en le prenant. Elle m'a promis qu'il serait aimé et chéri. Nous nous sommes embrassés, et je ne l'ai jamais revu. J'ai su plus tard par la galerie qu'elle avait eu une petite fille, mais ensuite j'ai perdu sa trace. Elle est décédée dans un accident de voiture, dit doucement Philippe. Elle est son mari. Manon a survécu miraculeusement. Elle a été recueillie par sa tante et son oncle ici à Beauvallon. Mon Dieu, souffla Hélène, cette pauvre enfant. Et Théo, il est toujours avec elle? Oui, répondit Philippe. Elle le répare sans cesse. Il est couvert de pièces de tissu colorées, mais elle refuse catégoriquement qu'on lui en achète un neuf. C'est son talisman, compléta Hélène, comme il l'était pour Claire. Un silence chargé d'émotion s'installa entre eux, traversant les kilomètres qui séparaient la chambre d'auberge de Philippe de l'appartement parisien d'Hélène. « Comment l'as-tu trouvé » demanda finalement son ex-femme. Philippe lui raconta alors son impulsion de prendre la route nationale, son arrêt imprévu à Beauvallon, la vision de cette petite fille sous l'amandier, concentrée sur son ouvrage de couture. Il lui parla de sa stupéfaction en reconnaissant l'ours, du petit cœur brodé sur la patte, des jours passés à discuter avec Manon et du déjeuner chez les Dufour. « C'est incroyable », murmura Hélène quand il eut terminé. « Comme si Claire elle-même t'avait guidé jusqu'à cet enfant. Tu crois à ce genre de choses » demanda Philippe, surpris. Hélène avait toujours été la pragmatique du couple, celle qui se méfiait des explications mystiques ou spirituelles. « Je ne sais pas si j'y crois, » répondit-elle après un moment de réflexion. « Mais je sais ce que je ressens. Et là, je sens que notre fille est en paix, Philippe, que d'une certaine façon, elle a veillé sur nous, même après son départ. » Les larmes que Philippe retenait depuis si longtemps commencèrent à couler, silencieusement. « Tu me manques, Hélène, » dit-il soudain surpris par ses propres paroles. « Pas comme une épouse, mais comme la seule personne au monde qui a vraiment connu et aimé Claire autant que moi. »« Tu me manques aussi, Philippe, » répondit-elle doucement. « J'aurais aimé que nous puissions traverser notre douleur ensemble, plutôt que séparément. »« Il n'est peut-être pas trop tard, » suggéra-t-il. « Peut-être pas, » concéda Hélène. « Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Avec Manon, je veux dire. » Philippe regarda par la fenêtre les étoiles qui brillaient avec une clarté impossible à Paris. « Je ne sais pas exactement, mais je ne peux pas simplement repartir et l'oublier. Elle et Théo font partie de ma vie maintenant, d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. »« Je comprends, » dit Hélène. « Je voudrais la rencontrer un jour, si c'est possible. »« Je suis sûr qu'elle aimerait ça, » répondit Philippe. « Elle est extraordinaire, Hélène. Pas seulement parce qu'elle a Théo, mais pour ce qu'elle sait. Elle a cette sagesse, cette façon de voir le monde. »« Comme Claire, » murmura Hélène. « Oui, » admit Philippe. « D'une certaine façon. Mais elle est unique aussi. Elle mérite tellement mieux que ce que la vie lui a donné jusqu'ici. »« Sois prudent, Philippe, » avertit doucement Hélène. « Ne projette pas trop sur cet enfant. Elle n'est pas Claire, et tu n'es pas son père. »« Je sais, » assura-t-il. « Mais je peux peut-être faire une différence dans sa vie. Elle et sa famille luttent financièrement. Leur exploitation de lavande souffre de la sécheresse. Et voilà le Philippe que je connais, » sourit Hélène à l'autre bout du fil, toujours prêt à résoudre les problèmes avec de l'argent. La remarque aurait pu être blessante, mais elle était dite avec une telle tendresse que Philippe se surprit à sourire aussi. Certaines habitudes ont la vie dure. « Fais ce que ton cœur te dit, » conseilla Hélène. « Mais n'oublie pas de demander à Manon et à sa famille ce dont ils ont vraiment besoin.
Parfois, ce n'est pas ce que nous pensons. Après avoir raccroché, Philippe resta longtemps assis près de la fenêtre, contemplant les étoiles. Cette conversation avec Hélène avait été la plus longue et la plus sincère depuis leur divorce. Étrange de penser que c'était une petite fille qu'ils ne connaissaient ni l'un ni l'autre quelques semaines auparavant, qui avait créé ce pont entre eux. Le lendemain matin, Philippe se réveilla avec une clarté d'esprit qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il savait maintenant ce qu'il devait faire. Après un café rapide, il se rendit directement à la mairie du village, un bâtiment modeste orné du drapeau tricolore. Le maire, M. Fabre, un homme corpulent à la moustache imposante, l'accueillit, avec la méfiance polie réservée aux étrangers, surtout ceux en chemise de marque et chaussures italiennes. « Que puis-je pour vous, monsieur ?»« Mercier, Philippe Mercier », se présenta-t-il en serrant vigoureusement la main du maire. « Je souhaiterais discuter avec vous d'un projet d'investissement dans votre commune. » Les yeux du maire s'écarquillèrent légèrement. « Un investissement? De quel ordre ?»« Je m'intéresse particulièrement à l'agriculture locale et aux difficultés. Que rencontrent vos agriculteurs face au changement climatique? J'ai cru comprendre que la lavande notamment souffrait beaucoup. » Le maire hocha gravement la tête. « C'est un véritable drame pour notre région. Beauvallon vit de la lavande depuis des générations, mais les étés sont de plus en plus chauds, les précipitations de plus en plus rares. Je souhaiterais financer un système d'irrigation moderne pour les exploitations les plus touchées, annonça Philippe, ainsi qu'un programme de recherche sur des variétés de lavande plus résistantes à la sécheresse en collaboration avec l'INRA. Monsieur Fabre le regardait maintenant comme s'il venait de lui annoncer qu'il était le Père Noël. C'est très généreux, monsieur Mercier. Mais pourquoi? Vous n'êtes pas d'ici, si je ne m'abuse. Philippe sourit. Disons que j'ai découvert à Beauvallon quelque chose de plus précieux que tout ce que j'ai pu acquérir dans ma carrière. Je voudrais simplement rendre un peu de ce que j'ai reçu. Le maire, visiblement décontenancé mais ravi, l'invita à s'asseoir pour discuter des détails. Pendant plus d'une heure, ils parlèrent chiffres, délais, modalités pratiques. Philippe insista pour que le projet bénéficie à tous les agriculteurs du village, pas seulement aux Dufour, bien que leur exploitation soit au cœur de ses préoccupations. « Une dernière chose, » dit Philippe avant de partir. « J'aimerais que ce don reste anonyme, du moins pour l'instant. Comme vous voudrez, » acquiesça le maire, de plus en plus intrigué par cet étrange bienfaiteur tombé du ciel. En quittant la mairie, Philippe se sentait léger. Pour la première fois depuis longtemps, il avait utilisé son argent pour autre chose que son confort personnel ou l'expansion de son empire financier. Et cette sensation était enivrante. Il se dirigea ensuite vers l'école communale, un bâtiment simple mais bien entretenu, avec une cour ombragée par des platanes centenaires. Il était presque midi et les enfants sortaient pour la pause. À déjeuner, Philippe repéra facilement Manon parmi eux, reconnaissable à sa tresse châtain et à son cartable rapiécé, sans doute par ses propres soins, comme Théo. « Philippe !» s'écria-t-elle en l'apercevant, son visage s'illuminant d'un sourire. « Tu es venu à l'école? Je passais dans le coin, » dit-il en s'accroupissant pour être à sa hauteur. « Tu as passé une bonne matinée? »« On a appris les fractions, » expliqua-t-elle avec enthousiasme. « Madame Blanc dit que je suis doué en mathématiques. »« Ça ne m'étonne pas, » sourit Philippe. « Tu as une logique très développée pour ton âge. »« Tu viens déjeuner avec nous ?» demanda-t-elle pleine d'espoir. Tante Élise a préparé des sandwichs au jambon et au fromage de chèvre. « Une autre fois, peut-être, » répondit-il. « Aujourd'hui, j'ai quelques courses à faire en ville, mais je voulais te donner quelque chose avant. » Il sortit de sa poche un petit paquet soigneusement emballé dans du papier doré. « C'est pour Théo principalement, mais pour toi aussi, Manon. » Prit le paquet avec révérence et l'ouvrit délicatement, prenant soin de ne pas déchirer le papier. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en bois sculpté, finement ouvragée. Quand elle l'ouvrit, une douce mélodie s'éleva. « La vie en rose » d'Édith Piaf. « C'est une boîte à musique » expliqua Philippe. « Pour que Théo puisse écouter de la musique quand il est triste. Claire adorait celle-ci. » Les yeux de Manon s'emplirent de larmes. « C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu » murmura-t-elle. « Merci, Philippe. » Elle se jeta dans ses bras, le serrant fort contre elle. Philippe sentit son cœur se gonfler d'une émotion qu'il croyait perdue à jamais. Cette tendresse, pure et inconditionnelle qu'il n'avait connue qu'avec Claire. « De rien, ma petite, » dit-il doucement en lui rendant son étreinte. « Prends-en bien soin. »« Promis, »
assura-t-elle solennellement. Je l'arrangerai avec le nécessaire de couture de Théo. Un appel de l'institutrice rappela Manon à l'ordre. « Je dois y aller, dit-elle à regret. Tu seras là ce soir. Je voudrais te montrer mon cahier de poésie. J'ai écrit un poème sur Théo. Je ne manquerai ça pour rien au monde, promit Philippe. En la regardant rejoindre ses camarades, Philippe sentit une certitude s'installer en lui. Il ne pourrait jamais remplacer le père de Manon, et elle ne pourrait jamais remplacer Claire. Mais ensemble, avec Théo comme lien improbable entre leurs mondes, ils pouvaient peut-être créer quelque chose de nouveau, quelque chose de précieux. Son téléphone vibra dans sa poche. Son assistante, encore une fois. Cette fois, il décrocha. « Martin, c'est Philippe. Oui, je vais bien. Non, je ne rentrerai pas à Paris cette semaine. En fait, j'ai besoin que tu me trouves un bien immobilier, à acheter près de Beauvallon, en Provence. Une maison, rien de trop extravagant, avec un jardin si possible. Et je veux que tu contactes mon avocat pour créer une fondation. Oui, une fondation, pour soutenir l'agriculture locale et l'éducation rurale. » Il raccrocha avec un sourire, imaginant déjà la confusion de son assistante face à ses instructions, si éloignée de ses préoccupations habituelles. Mais pour la première fois depuis 12 ans, Philippe Mercier savait exactement ce qu'il voulait. Et ce n'était ni un nouveau yacht, ni une entreprise à acquérir, ni un compte en banque plus fourni. C'était simplement une chance de recommencer, d'être présent pour quelqu'un qui en avait besoin et peut-être enfin de guérir. Les semaines suivantes filèrent à une vitesse étonnante. Philippe, qui avait passé les 12 dernières années à compter chaque minute, chaque seconde, comme si le temps était une devise qu'il fallait investir prudemment, se surprenait maintenant à oublier de consulter sa montre. Les journées à Beauvallon s'écoulaient au rythme du soleil, des repas partagés avec les Dufour et des rendez-vous quotidiens avec Manon et Théo sous l'amandier. Le projet d'irrigation avançait bien. Les agriculteurs du village, d'abord, méfiants envers cette manne tombée du ciel, s'étaient rapidement enthousiasmés en voyant les premiers résultats. Des ingénieurs spécialisés, mandatés par Philippe via sa toute nouvelle fondation Renaissance Provençale, avaient installé un système de goutte à goutte intelligent qui économisait l'eau tout en ciblant parfaitement les besoins des plants de lavande. Les champs des Dufour, autrefois jaunis par la sécheresse, retrouvaient progressivement leur éclat violet caractéristique. Philippe avait également acheté une petite maison en pierre à la sortie du village, rien d'ostentatoire, mais suffisamment spacieuse pour être confortable, avec un jardin ombragé par des oliviers centenaires et une vue imprenable sur les collines environnantes. Il y passait maintenant la plupart de son temps, ne retournant à Paris que pour des réunions indispensables qu'il ne pouvait déléguer à ses directeurs. Ce matin-là, assis sur la terrasse de sa nouvelle demeure, il savourait un café en contemplant le lever du soleil sur les champs de lavande. Son téléphone vibra, un message d'Hélène. « Arrivé à la gare d'Avignon à 11 heures. Ne te dérange pas, j'ai loué une voiture. À tout à l'heure. » Philippe sourit. L'idée de revoir son ex-femme, loin d'être anxiogène comme par le passé, l'emplissait d'une étrange sérénité. Leur conversation téléphonique avait ouvert une brèche dans le mur de silence et de ressentiment qui s'était érigé entre eux après leur divorce. Ils avaient continué à échanger ces dernières semaines, d'abord par SMS, puis par de longues conversations nocturnes où ils partagèrent des souvenirs de Claire qu'ils avaient enfouis pendant des années. Hélène avait exprimé le désir de rencontrer Manon, de voir de ses propres yeux cette petite fille extraordinaire qui avait hérité de l'ours en peluche de leur fille. Philippe avait arrangé cette rencontre avec la bénédiction des Dufour, qui avaient accueilli l'idée avec leur bienveillance habituelle. Vers midi, une Fiat 500 bleue s'engagea dans l'allée de gravillon menant à la maison. Philippe se leva pour accueillir Hélène, étrangement nerveux. Il ne s'était pas vu en personne depuis presque 3 ans, lors d'une froide réunion avec leurs avocats respectifs pour finaliser certains détails financiers de leur divorce. Hélène sortit de la voiture, élégante comme toujours dans une robe d'été simple mais chic et des sandales plates. Ses cheveux blonds, autrefois longs, étaient maintenant coupés au carré, encadrant un visage qui avait vieilli avec grâce. Elle portait un large chapeau de paille pour se protéger du soleil provençal et des lunettes de soleil qu'elle retira en approchant de Philippe. « Bonjour Philippe », dit-elle avec un sourire hésitant. « Hélène », répondit-il en s'avançant pour l'embrasser sur les joues, « tu as fait bon voyage ?»
Très agréable, confirma-t-elle. Le TGV était à l'heure pour une fois, et la route depuis Avignon est magnifique. Tu as toujours eu un don pour dénicher des endroits exceptionnels. Philippe lui fit visiter la maison, la cuisine rustique aux poutres apparentes, le salon confortable avec sa bibliothèque déjà bien fournie, la terrasse ombragée où il avait préparé un déjeuner léger. Hélène s'émerveilla de la simplicité du lieu, si différente du luxe ostentatoire qui caractérisait leur ancien appartement parisien. « C'est authentique », dit-elle finalement. « Ça te ressemble d'une certaine façon, le vrai toi, pas celui que tu t'es forcé à devenir. » Cette observation toucha Philippe plus qu'il ne l'aurait imaginé. « Je crois que je me redécouvre », admit-il. « Ou peut-être que je me découvre tout court. » Ils déjeunèrent en parlant de tout et de rien, du nouveau poste d'Hélène à la direction d'une galerie d'art contemporain, des derniers développements de la fondation de Philippe, des amis communs qu'ils avaient plus ou moins perdus de vue. La conversation était étonnamment facile, comme si ces années de distance et de silence n'avaient été qu'une parenthèse. « Elle sait que je viens ?» demanda finalement Hélène, revenant au sujet qui motivait sa visite. « Oui », confirma Philippe. « Je lui ai expliqué que tu étais la maman de Claire et que c'est toi qui avais confié Théo à sa mère. Elle était émue et très curieuse de te rencontrer. »« J'ai apporté quelque chose, » dit Hélène, en sortant un petit paquet de son sac. « Tu crois que c'est approprié ?» Philippe examina le paquet, un livre d'illustrations magnifiquement relié. Les contes de la lavande, lut-il sur la couverture. « C'est parfait. Manon adore lire et elle est fascinée par tout ce qui touche à la lavande. C'est une édition spéciale avec des aquarelles originales, » précisa Hélène. « Un artiste local que j'ai découvert récemment. J'ai pensé que ça pourrait lui plaire. » À 14 heures précises, comme convenu, ils prirent la direction de la maison des Dufour. Hélène semblait de plus en plus nerveuse à mesure qu'ils approchaient. « Et si elle ne m'aime pas ?» murmura-t-elle soudain. « Si elle m'en veut d'avoir donné l'ours de Claire ?» Philippe posa une main rassurante sur son bras. « Manon n'est pas comme ça. Elle a une sagesse et une empathie rares pour son âge, fais-moi confiance. » La maison aux volets écaillés semblait plus accueillante que jamais, avec des pots de géranium fraîchement plantés sur le rebord des fenêtres et une glycine en fleurs qui cascadait sur la façade. Élise les attendait sur le pas de la porte, essuyant ses mains sur son tablier. « Bienvenue, Madame Mercier, » dit-elle en serrant chaleureusement la main d'Hélène. « Appelez-moi Hélène, je vous en prie, » répondit celle-ci avec un sourire ému. « Merci de m'accueillir chez vous. »« C'est tout naturel, » assura Élise. « Manon n'a pas tenu en place de toute la matinée. Elle a même habillé Théo de son plus beau costume pour l'occasion. » Ils entrèrent dans la petite maison fraîche et pénétrèrent dans le jardin où Xavier avait installé une table sous la treille. Manon était là, assise sur un banc en pierre, Théo soigneusement posé sur ses genoux. L'ours portait effectivement un petit costume élaboré, un gilet bleu marine brodé de motifs dorés et un minuscule nœud papillon rouge. En apercevant Hélène, Manon se leva d'un bond, une expression indéchiffrable sur son visage. Pendant un instant qui sembla durer une éternité, elle dévisagea la femme blonde qui se tenait devant elle, comme si elle cherchait à graver chaque détail dans sa mémoire. Puis, sans un mot, elle s'avança et enlaça Hélène, serrant Théo, qu'entre elles deux. « Tu lui ressembles, » murmura-t-elle. « Ta fille, je l'ai vue en rêve. » Hélène, prise au dépourvu par cette étreinte spontanée et ces paroles troublantes, resta figée un instant avant de rendre son câlin à la petite fille. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues. « Merci d'avoir pris soin de Théo, » dit-elle finalement, la voix tremblante. « Il n'aurait pas pu trouver une meilleure amie. »« Il prend soin de moi aussi, » répondit Manon, en se détachant pour regarder Hélène dans les yeux. « Et maintenant, il peut prendre soin de toi aussi, si tu veux. » Elle tendit l'ours à Hélène, qui le prit avec une révérence presque religieuse. Ses doigts tremblants caressèrent la fourrure usée, les nombreuses coutures qui témoignaient des soins constants de Manon, le petit cœur brodé sur la patte gauche, désormais presque invisible, sous les fils multicolores. « Il a bien changé, » murmura-t-elle. « Mais c'est toujours lui. »« Comme nous tous, » observa doucement Philippe, touché par cette scène. Ils s'installèrent autour de la table, où Élise avait préparé un goûter simple mais délicieux, tarte aux abricots du jardin, à madeleine maison et limonade fraîche parfumée à la lavande. La conversation s'écoula naturellement, Manon posant 1000 questions à Hélène sur Claire,
sur sa vie à Paris, sur les tableaux qu'elle exposait dans sa galerie. Hélène, d'abord, hésitante, se détendit progressivement, répondant avec patience et tendresse. Elle parla de Claire à 10 ans, de ses rêves de devenir vétérinaire, de son obsession pour les étoiles qui l'avait poussée à transformer le plafond de sa chambre en carte du ciel nocturne. Elle aimait aussi la lavande, se souvint-elle soudain. Nous avions fait un voyage en Provence quand elle avait 6 ans. Elle avait insisté pour qu'on lui achète un petit sachet de lavande séchée qu'elle gardait sous son oreiller. Elle disait que ça lui permettait de faire de beaux rêves. « Comme moi !» s'exclama Manon, les yeux écarquillés. « Tante Élise me fait des sachets de lavande chaque été. Je ne peux pas dormir sans. » Philippe et Hélène échangèrent un regard ému. Ces petites coïncidences s'accumulaient, tissant un fil invisible entre leur fille disparue et cet enfant qui leur était devenu si cher. Après le goûter, Manon proposa à Hélène de lui montrer sa collection de dessins. Pendant qu'elle s'éloignait main dans la main vers la maison, Théo soigneusement calé dans le bras libre de Manon, Philippe resta avec Xavier et Élise sous la treille. « Elle est exactement comme vous l'aviez décrite », commenta Élise, en regardant la silhouette d'Hélène disparaître à l'intérieur. « On sent qu'elle a beaucoup souffert, mais qu'elle a trouvé une forme de paix. »« Comme nous tous, » dit Philippe, reprenant inconsciemment les mots qu'il avait prononcés plus tôt. « C'est Manon qui nous a guidés vers cette paix, d'une certaine façon. » Xavier hocha la tête pensivement. Cette petite a toujours eu ce don. Même au plus fort de sa douleur, après l'accident, elle trouvait des façons de réconforter les autres. Comme si elle comprenait des choses que nous ne voyons pas. « Le système d'irrigation fonctionne bien ?» demanda Philippe, changeant délibérément de sujet pour alléger l'atmosphère. Le visage de Xavier s'éclaira. « C'est miraculeux. Nos plants n'ont jamais été aussi florissants, même avec cette chaleur. Et les nouvelles variétés que vos chercheurs ont suggérées s'adaptent parfaitement au terrain. La récolte de cette année pourrait être la meilleure depuis une décennie. »« J'en suis ravi, » dit sincèrement Philippe. « J'ai d'autres projets en tête pour la Fondation. Des bourses d'études pour les enfants du village qui veulent poursuivre leurs études, par exemple. Et peut-être un centre culturel avec une bibliothèque bien fournie et un espace pour des ateliers artistiques. » Élise le regarda avec curiosité. « Vous avez vraiment changé, Philippe. Quand vous êtes arrivé à Beauvallon, vous étiez si distant, comme si un mur vous séparait du monde. Ce mur s'effrite un peu plus chaque jour, admit-il. Grâce à vous tous, et surtout grâce à Manon et à ce vieux Théo. » À l'intérieur de la maison, Hélène était assise sur le petit lit de Manon, feuilletant un carnet de dessins aux pages jaunies par le temps. Chaque illustration représentait Théo dans différentes situations, pique-niquant sous un arbre, naviguant sur un bateau en papier, contemplant les étoiles. « C'est magnifique, » murmura Hélène. « Tu as un vrai talent, Manon. » « Maman aussi dessinait, » expliqua la fillette. « Elle m'a appris avant de partir. Elle disait que quand on dessine quelque chose, on le garde pour toujours, même si on le perd en vrai. » Cette remarque frappa Hélène au cœur. N'était-ce pas exactement ce qu'elle avait fait après le départ de Claire? Dessiner sa fille encore et encore dans des carnets qu'elle gardait précieusement dans un tiroir fermé à clé? « Ta maman avait raison, » dit-elle doucement. « L'art est une forme de mémoire, une façon de garder vivant ce qui n'est plus là. » Manon sortit de sous son lit une boîte en carton décorée de stickers colorés. « Ce sont les souvenirs de mes parents, » expliqua-t-elle. « Tante Élise me les a donnés quand j'ai eu 7 ans. » Elle ouvrit la boîte avec précaution et en sortit une vieille photographie un peu froissée. On y voyait une jeune femme aux longs cheveux bruns, le ventre arrondi par une grossesse avancée, tenant dans ses mains un ours en peluche neuf, Théo, avant ses nombreuses réparations. « C'est ma maman, » dit Manon, « et c'est moi dans son ventre, et Théo venait juste d'arriver dans notre famille. » Hélène prit la photo avec révérence. C'était bouleversant de voir cet instant figé dans le temps, le moment précis où l'ours de Claire avait commencé sa nouvelle vie auprès d'Agnès, et plus tard de Manon. « Elle était très belle, ta maman, » dit-elle doucement, « et elle avait l'air tellement heureuse. »« C'est grâce à toi, » affirma Manon avec une conviction absolue. « Tu lui as donné Théo quand elle avait peur pour moi. Il l'a aidée à être courageuse. » Hélène sentit son cœur se serrer. Comment cet enfant pouvait-elle comprendre si profondément des événements survenus avant même sa naissance? « J'ai quelque chose pour toi, » dit-elle en sortant le livre de son sac, « pour te remercier de prendre si bien soin de Théo. »
Les yeux de Manon s'illuminèrent en découvrant les magnifiques illustrations du livre. « C'est trop beau !» s'exclama-t-elle en caressant délicatement les pages. « Merci, Hélène. » Elle se blottit contre la femme dans un geste si naturel et spontané qu'Hélène sentit son cœur fondre complètement. Elle passa un bras autour des épaules de la fillette, savourant ce moment de connexion inattendue. « Tu reviendras nous voir ?» demanda Manon. « Théo serait très content, et moi aussi. »« Bien sûr que je reviendrai, » promit Hélène. « Si ta tante et ton oncle sont d'accord, bien entendu. »« Ils t'aiment déjà, » assura Manon avec cette certitude désarmante qui la caractérisait. « Comme Philippe, comme moi. » Hélène ne put retenir ses larmes cette fois. « Je vous aime aussi, » murmura-t-elle. « Tous. » Quand elles rejoignirent les adultes dans le jardin, Philippe fut frappé par la transformation d'Hélène. Son visage, bien que marqué par les larmes, rayonnait d'une sérénité qu'il ne lui avait pas vue depuis le départ de Claire. Elle tenait la main de Manon comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Hélène va revenir bientôt, » annonça Manon avec enthousiasme. « Elle va m'apprendre à faire de l'aquarelle, comme dans le livre. » Élise sourit, nullement surprise par ce développement. « Vous serez toujours la bienvenue chez nous, Hélène, n'est-ce pas, Xavier ?»« Absolument, » confirma l'agriculteur. « Notre maison est modeste, mais la porte est toujours ouverte. »« Je vous remercie, » dit Hélène avec émotion. « Votre accueil signifie beaucoup pour moi. » Le soleil commençait à décliner, dorant les collines environnantes d'une lumière chaude et douce. Il était temps pour Hélène de reprendre la route vers Avignon, où elle avait réservé une chambre d'hôtel pour la nuit avant de retourner à Paris le lendemain. Les adieux furent chaleureux, emplis de promesses de retrouvailles prochaines. Manon serra Hélène dans ses bras pendant de longues secondes, murmurant quelque chose à son oreille, qui fit à nouveau couler les larmes de la femme. Sur le chemin du retour, Philippe et Hélène roulaient en silence, chacun absorbé dans ses pensées. Ce fut Hélène qui rompit finalement ce silence. « Tu sais ce qu'elle m'a dit avant que je parte ?» demanda-t-elle doucement. « Non, » répondit Philippe, curieux. « Elle m'a dit « Claire est contente que tu aies retrouvé le sourire. » Philippe sentit un frisson parcourir son échine. Comment pourrait-elle savoir cela? Hélène secoua la tête, perplexe mais étrangement sereine. « Je ne sais pas, Philippe, mais d'une certaine façon, je la crois. » Les mois passèrent, transformant doucement Beauvallon et ses habitants. L'automne apporta ses couleurs chaudes aux collines provençales, puis l'hiver, doux par rapport aux standards parisiens, enveloppa le village dans une lumière claire et froide. Avec le printemps revinrent les couleurs. D'abord le jaune pâle, des mimosas, puis le rose des amandiers en fleurs, et enfin le violet profond des champs de lavande revitalisés par le nouveau système d'irrigation. Philippe avait trouvé un équilibre inattendu entre sa vie parisienne et son ancrage à Beauvallon. 3 semaines par mois, il gérait ses affaires depuis sa maison provençale, participant aux réunions importantes par visioconférence. La 4e semaine, il retournait à Paris pour maintenir le contact direct avec ses équipes et partenaires. Ce nouveau rythme avait d'abord déconcerté son entourage professionnel, mais les résultats parlèrent d'eux-mêmes. Loin de péricliter, l'entreprise Mercier Investissement prospérait sous la direction d'un homme plus serein, plus réfléchi et finalement plus efficace. La Fondation Renaissance Provençale avait pris de l'ampleur, étendant ses activités à plusieurs villages voisins. Outre le projet d'irrigation, elle finançait désormais un programme de bourse d'études pour les jeunes ruraux et la rénovation de l'école communale de Beauvallon, qui disposait maintenant d'une bibliothèque bien fournie et d'une salle informatique moderne. Mais le changement le plus significatif concernait les relations humaines. Philippe avait tissé des liens solides avec les habitants du village, participant aux vendanges chez les viticulteurs locaux, aux parties de pétanque dominicales et même occasionnellement aux offices dans la petite église romane, plus par sociabilité que par conviction religieuse. Sa relation avec les Dufour s'était approfondie au point qu'ils étaient devenus une sorte de famille de substitution. Philippe dînait chez eux plusieurs fois par semaine. Manon passait ses mercredis après-midi et une partie de ses week-ends dans la maison d'eux. Philippe et même Théo semblaient avoir adopté cette nouvelle configuration, voyageant paisiblement entre les deux foyers. Hélène, fidèle à sa promesse, revenait régulièrement à Beauvallon, d'abord pour des week-ends espacés, puis de plus en plus fréquemment, au point qu'elle avait fini par louer une petite maison dans le village voisin.
Elle et Manon avaient développé une complicité touchante autour de leur passion commune pour l'art. Chaque samedi, elles se retrouvaient pour des séances de peinture en plein air, Théo trônant entre elles comme un modèle patient. Ce qui avait commencé comme une rencontre fortuite sous un amandier desséché s'était transformé en un réseau, complexe et nourrissant de relations, qui avait permis à chacun de panser ses blessures à son rythme. Ce matin-là, Philippe préparait le petit déjeuner dans sa cuisine baignée de soleil. Manon devait passer la journée avec lui, une tradition désormais bien établie avant le retour d'Hélène de Paris, où elle s'était rendue pour une exposition importante dans sa galerie. Un coup discret à la porte annonça l'arrivée de la fillette. Philippe sourit en l'accueillant. Manon avait grandi ces derniers mois, ses traits s'affinant alors qu'elle approchait de ses 11 ans. Ses cheveux châtains, toujours en tresse, brillaient de santé, et ses yeux bleus pétillaient d'intelligence et de joie de vivre. « Bonjour, Philippe !» s'exclama-t-elle en entrant, Théo fidèlement serré contre elle. L'ours arborait aujourd'hui un petit chapeau de paille assorti à celui de sa propriétaire. « J'ai une grande nouvelle !»« Bonjour, petite puce !» répondit-il en se penchant pour l'embrasser sur le front. « Quelle est cette nouvelle si importante ?» Madame Blanc a dit que mon poème sur la lavande a gagné le concours départemental. Il va être publié dans un vrai livre, avec d'autres poèmes d'enfants de la région. « C'est fantastique !» s'enthousiasma Philippe, sincèrement fier. « Je savais que tu avais un don avec les mots, tout comme avec les aiguilles. » Manon rougit légèrement sous le compliment. « C'est Théo qui m'a inspiré, » dit-elle en posant l'ours sur une chaise. « Je lui racontais comment les champs de lavande ont changé depuis que tu as installé les tuyaux magiques, et les mots sont venus tout seuls. » Philippe sourit à cette description enfantine du système d'irrigation sophistiqué. « Alors, c'est à Théo que nous devons ce succès littéraire. Je propose de le célébrer avec des crêpes au chocolat. Qu'en dis-tu » ? « Oui » s'écria Manon, en sautillant d'excitation. « Je peux t'aider à les faire ? Bien sûr, tu es ma sous-chef officielle, après tout. » Ils s'affairèrent ensemble dans la cuisine, Manon mélangeant la pâte pendant que Philippe préparait la garniture chocolatée. C'était devenu un rituel qu'ils appréciaient tous deux, ces moments simples de complicité domestique que Philippe n'avait jamais vraiment connus, même avec Claire, trop absorbé qu'il était par sa carrière à l'époque. « Philippe, » dit soudain Manon, tout en versant soigneusement la pâte dans la poêle chaude, « est-ce que tu crois aux anges gardiens ?» La question, surgit de nulle part, prit Philippe au dépourvu. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement. « Pourquoi cette question ?» Manon haussa les épaules, concentrée sur sa tâche. « Tante Élise dit que maman et papa veillent sur moi depuis le ciel, et que Claire veille sur toi aussi, comme des anges gardiens. » Philippe sentit sa gorge se nouer. Ses conversations spontanées avec Manon avaient souvent cet effet sur lui, le ramenant à l'essentiel avec une simplicité désarmante. « C'est une belle idée, » dit-il finalement. « Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'aime y croire. »« Moi, je pense que c'est vrai, » affirma Manon en retournant habilement la crêpe. « Sinon, comment expliquer que Théo soit arrivé exactement quand maman avait besoin de courage, et que tu nous aies trouvés sous l'amandier ce jour-là? Ce sont nos anges qui arrangent ces choses, j'en suis sûr. » Philippe sourit, touché par cette foi inébranlable. « Tu as peut-être raison, ma puce. L'univers est plein de mystères que nous ne comprenons pas. »« Exactement, » approuva Manon avec enthousiasme. « C'est ce que dit toujours Hélène, que certaines rencontres sont écrites dans les étoiles. » Ils s'installèrent pour déguster leurs crêpes, Théo confortablement installé sur une pile de coussins pour être à hauteur de table. Manon lui chuchotait occasionnellement quelque chose à l'oreille, comme pour l'inclure dans la conversation. « J'ai aussi une nouvelle à t'annoncer, » dit Philippe après un moment. « Hélène rentre aujourd'hui de Paris, comme tu le sais. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'elle a décidé de s'installer définitivement ici. » Les yeux de Manon s'écarquillèrent. « Pour toujours ?»« Pour un bon moment, en tout cas, » confirma Philippe. « Elle a trouvé un local dans le village voisin. Pour ouvrir une petite galerie d'art. Elle exposera des artistes locaux, et peut-être même certains de tes dessins, si tu es d'accord. »« Bien sûr que je suis d'accord, » s'exclama Manon rayonnante. « C'est la meilleure nouvelle de la semaine, encore mieux que mon poème. » Philippe sourit, touché par son enthousiasme. « Il y a autre chose, » ajouta-t-il plus doucement. « Hélène et moi, nous avons beaucoup parlé ces derniers temps, de nous, de Claire, de l'avenir, et nous avons pensé que peut-être nous pourrions à nouveau partager nos vies.
Manon le regarda avec des yeux ronds. « Tu veux dire, comme quand vous étiez mariés avant ?»« Pas exactement comme avant, » nuança Philippe. « Nous avons changé tous les deux. »« Mais oui, nous envisageons de vivre ensemble à nouveau, ici, à Beauvallon. » Un large sourire illumina le visage de la fillette. « Théo le savait !» s'exclama-t-elle. « Il me l'a dit la semaine dernière, qu'un grand bonheur se préparait. » Philippe ne put s'empêcher de rire doucement. Théo est décidément très perspicace. « Vois les fils !» expliqua Manon avec assurance. « Les fils ?» répéta Philippe, intrigué. « Oui, les fils qui relient les gens, » précisa-t-elle en mimant des connexions avec ses doigts. « Comme quand je couds, tous les morceaux séparés qui s'assemblent pour former quelque chose de beau. Théo dit que nos fils étaient emmêlés et cassés, mais qu'ils se réparent petit à petit. » Cette métaphore, si simple et pourtant si profonde, toucha Philippe au cœur. N'était-ce pas exactement ce qui s'était produit? Des vies brisées qui se reconstituaient lentement, pièce par pièce, point par point, comme Manon réparant inlassablement son ours en peluche. « Ton Théo est un sage ?» dit-il avec émotion. « Pas mon Théo, » corrigea doucement Manon. « Notre Théo. À Claire, à moi, à toi, à Hélène. Il nous appartient à tous. » Philippe sentit les larmes lui monter aux yeux, mais pour une fois, c'étaient des larmes de gratitude et non de douleur. « Tu as raison, ma puce, notre Théo. » Après le petit déjeuner, ils décidèrent de faire une promenade jusqu'au champ de lavande des Dufour. Le printemps était particulièrement généreux cette année, et les plants, revigorés par le nouveau système d'irrigation, promettaient une récolte exceptionnelle. En chemin, ils croisèrent Xavier qui inspectait ses cultures, carnet de notes à la main. Son visage s'éclaira en les apercevant. « Philippe, Manon, je voulais justement vous montrer quelque chose. » Il les guida vers une parcelle particulière où les plants de lavande semblaient particulièrement robustes et florissants. « Voici notre nouveau cultivar, » expliqua-t-il avec fierté. « Plus résistant à la sécheresse, plus parfumé et avec une floraison prolongée. Les chercheurs de votre fondation ont fait des merveilles. » Philippe observa les plants avec satisfaction. « Ça, c'est que ce qu'on dit, c'est Ils sont magnifiques. Comment allez-vous les appeler ?» Xavier échangea un regard complice avec Manon. « Nous avons pensé à Lavande Claire, en l'honneur de votre fille. Si vous êtes d'accord, bien sûr. » Philippe sentit son cœur se serrer, à d'émotion. « Je ne sais pas quoi dire, c'est un honneur incroyable. » « C'était l'idée de Manon, » précisa Xavier. « Elle a dit que Claire aimerait avoir des fleurs qui portent son nom, des fleurs qui résistent, même quand la vie est dure. » Philippe se tourna vers Manon, qui serrait Théo contre elle, un sourire timide sur les lèvres. « Comment fais-tu pour toujours trouver les mots parfaits ?» demanda-t-il doucement. Elle haussa les épaules. « Je ne sais pas, ils viennent tout seuls. » Ils passèrent un moment à admirer les champs en fleurs, Xavier expliquant avec enthousiasme les perspectives pour la saison à venir. La lavanderie traditionnelle du village, qui menaçait de fermer avant l'arrivée de Philippe, tournait maintenant à plein régime, produisant des huiles essentielles de qualité supérieure qui se vendaient jusqu'à Paris et même à l'étranger. « Nous avons reçu une commande d'un grand parfumeur parisien, » annonça fièrement Xavier. « Ils veulent utiliser notre essence pour une nouvelle fragrance de luxe. C'est une reconnaissance incroyable pour notre petit village. »« C'est mérité, » assura Philippe. « La qualité de votre travail est exceptionnelle. » Sur le chemin du retour, ils aperçurent une voiture familière garée devant la maison de Philippe, la Fiat 500 bleue d'Hélène. Manon poussa un cri de joie et se précipita en avant, Théo fermement tenu sous son bras. Hélène était en train de décharger des cartons de sa voiture. Son visage s'illumina en voyant arriver Manon suivie de Philippe. « Mes amours !» s'exclama-t-elle en ouvrant grand les bras pour accueillir la fillette qui se jetait contre elle. « Comme vous m'avez manqué !»« Tu es revenu plus tôt que prévu », remarqua Philippe en l'embrassant tendrement. « J'ai pris le premier TGV ce matin », confirma Hélène. « L'exposition est en place, mes assistants peuvent gérer l'ouverture. Je ne voulais pas rester loin de vous plus longtemps. »« Philippe m'a dit que tu allais rester pour toujours », annonça Manon avec excitation, « et que vous alliez vivre ensemble comme avant. » Hélène rit doucement, ébouriffant affectueusement les cheveux de la fillette. « Pas exactement comme avant, ma puce. Mais oui, c'est le plan, si tu es d'accord, bien sûr. »« Bien sûr que je suis d'accord, » affirma Manon. «
Théo aussi est content, il dit que la famille se reconstruit. Hélène échangea un regard ému avec Philippe. Cette notion de famille qui se formait autour d'eux, si différente de leur famille d'origine mais tout aussi précieuse, était un cadeau qu'ils n'auraient jamais imaginé recevoir. « J'ai quelque chose pour toi », dit Hélène en fouillant dans un des cartons. Elle en sortit un petit paquet soigneusement emballé. Manon l'ouvrit avec précaution, révélant un joli cadre contenant une photographie. C'était Claire à 7 ans, serrant Théo contre elle, un large sourire illuminant son visage. « J'ai retrouvé cette photo en vidant mon appartement parisien », expliqua Hélène. « J'ai pensé que tu aimerais la voir, pour que Théo puisse se souvenir de ses débuts. » Manon contempla la photographie avec révérence. « Elle était très belle, murmura-t-elle, et elle aimait vraiment Théo. »« Autant que toi, confirma Hélène. »« On peut la mettre dans la chambre de Théo » demanda Manon. Philippe et Hélène échangèrent un regard perplexe. « La chambre de Théo » répéta Philippe. « Oui, confirma Manon, comme si c'était une évidence. « Dans la petite pièce à côté de la bibliothèque, celle avec la fenêtre ronde. Théo dit que c'est sa chambre pour quand il vient ici. Comme ça, Claire pourra veiller sur lui pendant qu'il dort. » La pièce à la fenêtre ronde était un petit bureau que Philippe utilisait rarement. L'idée que Manon l'ait mentalement attribuée à l'ours en peluche le touchait profondément. « C'est une excellente idée, approuva-t-il. Nous pourrions même la décorer spécialement pour lui. Qu'en penses-tu, Hélène ?»« J'adore cette idée, sourit-elle. Nous pourrions peindre une fresque sur les murs, un ciel étoilé peut-être. Claire adorait les étoiles. »« Avec des constellations, suggéra Manon, les yeux brillants d'excitation. Théo aime beaucoup les étoiles aussi. Il dit qu'elles racontent des histoires. Alors c'est décidé, conclut Philippe. Théo aura sa propre chambre, avec les étoiles de Claire pour veiller sur lui. Ce soir-là, après avoir raccompagné Manon chez les Dufour, Philippe et Hélène s'assirent sur la terrasse de la maison provençale, un verre de vin rosé à la main, contemplant le soleil qui se couchait sur les collines. Le silence entre eux était confortable, chargé de tout ce qu'ils avaient à traverser, séparément puis ensemble. « Tu réalises ce qui s'est passé ?» demanda finalement Hélène. « En moins d'1 an, nos vies ont été complètement transformées par une rencontre fortuite sous un amandier, avec une petite fille et un ours en peluche. »« Je ne crois plus que c'était fortuit, » admit Philippe. Comme dirait Manon, nos fils étaient emmêlés et attendaient d'être réparés. Hélène sourit, posant sa tête sur l'épaule de Philippe. « Notre petite couturière philosophe. Elle a une sagesse qui me laisse sans voix parfois. Moi aussi, » acquiesça Philippe. « Elle m'a fait comprendre quelque chose d'essentiel, tu sais, que le temps ne guérit pas vraiment les blessures, contrairement à ce qu'on dit. C'est l'amour qui guérit, l'amour patient, l'amour qui répare, point par point, déchirure après déchirure. »« Comme elle avec Théo, » murmura Hélène. « Exactement. Elle ne l'a jamais remplacé par un jouet neuf. Elle l'a aimé tel qu'il était, avec ses cicatrices, ses imperfections. Et elle l'a réparé encore et encore, avec une patience infinie. » Hélène entremêla ses doigts aux siens. « C'est ce que nous faisons maintenant, n'est-ce pas? Nous nous réparons mutuellement, point par point. » Philippe hocha la tête, serrant sa main dans la sienne. Avec beaucoup d'aide de notre petit ange en salopette et de son ours magique, ils restèrent ainsi, enlacés dans la douceur du soir provençal, tandis que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel, les mêmes étoiles que Claire avait tant aimées, les mêmes étoiles qui veilleraient désormais sur la chambre de Théo. 2 ans s'étaient écoulés depuis cette rencontre providentielle sous l'amandier. Beauvallon s'était transformé, tout comme ses habitants. La Fondation Renaissance Provençale avait tenu ses promesses, revitalisant non seulement l'agriculture locale, mais aussi la vie culturelle du village. L'ancienne grange désaffectée à l'entrée du bourg avait été rénovée et convertie en un centre culturel accueillant une bibliothèque, une salle d'exposition et des ateliers artistiques. La galerie d'Hélène, installée dans une charmante bâtisse du XVIIIe siècle, était devenue un lieu incontournable pour les amateurs d'art de la région, attirant même quelques touristes parisiens en quête d'authenticité. En ce jour particulier de juillet, la place du village bourdonnait d'activités. Des guirlandes de fleurs fraîches décorèrent les façades, des tables avaient été installées sous les platanes, et une estrade improvisée occupait le centre de la place. C'était la première fête de la lavande claire,
célébrant le succès du nouveau cultivar développé par les Dufour en collaboration avec la Fondation. Philippe observait les préparatifs depuis la terrasse du café, Hélène à ses côtés. Ils formaient maintenant un couple serein, unis par un amour mûri dans la douleur, puis ressuscité dans la tendresse. Ils n'avaient pas officialisé leur union par un nouveau mariage. Les papiers leur semblaient superflus face à la profondeur de leur engagement mutuel, et ils partagèrent leur temps entre la maison provençale et un petit appartement parisien qu'ils conservaient pour leurs obligations professionnelles occasionnelles dans la capitale. « Regarde Manon », sourit Hélène, en désignant la fillette, presque une jeune adolescente maintenant, qui dirigeait un groupe d'enfants pour l'installation des décorations florales. À 12 ans, Manon avait grandi en taille et en assurance. Ses cheveux châtains, aujourd'hui tressés en une couronne élaborée, étaient parsemés de brins de lavande fraîche. Elle portait une robe bleu lavande spécialement cousue pour l'occasion, et Théo, fidèle à son poste, reposait dans un petit panier décoré qu'elle avait posé sur une table proche. L'ours avait lui aussi évolué au fil du temps. Toujours aussi rapiécé, il arborait désormais un petit costume élégant entièrement créé par Manon, avec l'aide d'Élise et d'Hélène, un ensemble lavande et crème orné de minuscules fleurs brodées. Le petit cœur sur sa patte gauche, presque invisible sous les coutures, avait été délicatement renforcé avec un fil doré, rappel subtil de ses origines. « Elle est extraordinaire », murmura Philippe. « Tu te souviens de la petite fille timide sous l'amandier? Regarde-la maintenant. » En effet, Manon s'était épanouie de façon remarquable. Toujours aussi attentionnée et réfléchie, elle avait développé une confiance en elle qui transparaissait dans chacun de ses gestes. Ses talents artistiques, encouragés par Hélène, s'étaient affirmés au point qu'elle exposait maintenant régulièrement ses dessins dans la galerie. Ses résultats scolaires étaient excellents, particulièrement en littérature et en sciences naturelles, et elle parlait déjà de devenir botaniste, pour créer des plantes qui résistent et qui soignent, comme elle le disait avec son sérieux habituel. « Elle a de qui tenir », répondit Hélène en serrant doucement la main de Philippe. « Les Dufour sont des gens remarquables. Et puis, elle a eu d'autres influences positives ces dernières années. » Philippe sourit, touché par cette allusion discrète. Leur relation avec Manon s'était approfondie au fil du temps, évoluant naturellement vers une forme de parrainage affectueux. Sans jamais chercher à remplacer ses parents biologiques ou ses oncles et tantes qui l'élevaient avec tant d'amour, Philippe et Hélène étaient devenus des présences constantes dans sa vie, des mentors, des confidents, des amis adultes, sur qui elle pouvait compter. 3 fois par semaine, Manon venait passer l'après-midi chez eux après l'école. Hélène lui enseignait les techniques de peinture et de dessin, tandis que Philippe l'aidait avec ses devoirs de mathématiques et l'initiation à l'anglais. Les week-ends, ils faisaient souvent des excursions ensemble, visites de musées à Avignon, randonnées dans les collines environnantes, pique-niques au bord de la rivière. Et bien sûr, Théo les accompagnait partout, fidèle témoin de cette famille recomposée par le destin. « J'ai une surprise pour ce soir », annonça Philippe, tirant Hélène de sa contemplation. « Encore une ?» sourit-elle. « Tu n'as pas cessé de nous surprendre ces derniers mois. »« Celle-ci est spéciale, » précisa-t-il. « J'ai invité quelqu'un qui tenait à être là pour cette première fête de la lavande. » Hélène haussa un sourcil interrogateur, mais Philippe se contenta de sourire mystérieusement en consultant sa montre. « Tu verras bien assez tôt. Son train arrive dans 1 heure à Avignon. Xavier est allé la chercher. » Le soleil commençait à décliner lorsque la fête démarra, officiellement. Le maire, M. Fabre, monta sur l'estrade pour un discours d'ouverture, vantant les mérites de la nouvelle variété de lavande et remerciant chaleureusement la Fondation Renaissance Provençale pour son soutien. Il invita ensuite Xavier et Élise Dufour à le rejoindre, ainsi que Philippe en tant que président de la Fondation. Philippe monta sur l'estrade sous les applaudissements chaleureux des villageois. Il n'était plus l'étranger en costume de luxe qui avait débarqué dans leur village 2 ans plus tôt, mais un membre respecté de la communauté, apprécié pour sa générosité, discrète et son implication sincère dans la vie locale. « Merci à tous », commença-t-il visiblement ému, mais les véritables héros de cette réussite sont les agriculteurs de Beauvallon qui ont su allier leur savoir-faire ancestral aux innovations proposées par nos chercheurs. En particulier, je tiens à saluer le travail exceptionnel de Xavier et Élise Dufour qui ont non seulement développé ce nouveau cultivar,
mais ont aussi partagé généreusement leurs connaissances avec les autres exploitants de la région. Les applaudissements redoublèrent, et Xavier, homme de peu de mots, se contenta d'un signe de tête reconnaissant. « La lavande claire, » poursuivit Philippe, « porte un nom qui m'est particulièrement cher. Ma fille Claire nous a quittés il y a 14 ans, mais son esprit vit dans chacune de ces fleurs résistantes et parfumées. Elle aurait aimé voir ce que vous avez accompli ici. » Un silence respectueux accueillit ces paroles, beaucoup connaissant désormais l'histoire de Philippe et le lien mystérieux qui avait conduit l'ours en peluche de Claire jusqu'à Manon. Mais aujourd'hui n'est pas un jour de tristesse, reprit Philippe d'une voix plus légère. C'est un jour de célébration, célébration de la vie qui continue, des liens qui se tissent, des cœurs qui se réparent. Et pour marquer cette occasion spéciale, j'ai le plaisir de vous annoncer la création d'une bourse d'études Lavande Claire qui permettra chaque année à un jeune de Beauvallon de poursuivre des études supérieures en agronomie, en botanique ou dans tout autre domaine lié à la préservation de notre environnement. Des exclamations enthousiastes s'élevèrent de la foule, particulièrement parmi les familles avec des adolescents. Dans ces régions rurales, le coût des études supérieures représentait souvent un obstacle insurmontable pour de nombreux jeunes talentueux. Et la première bénéficiaire de cette bourse, dans quelques années si elle le souhaite, poursuivit Philippe en cherchant Manon du regard, pourrait bien être notre jeune artiste et botaniste en herbe, Manon Dufour, dont les dessins de lavande ornent déjà la brochure officielle de notre fondation. Manon, qui ne s'attendait pas à être mentionnée, rougit intensément sous les regards et les applaudissements. Elle serra Théo contre elle, comme pour puiser du courage dans cette étreinte familière. La cérémonie officielle se poursuivit avec la présentation des produits dérivés de la lavande claire, huiles essentielles, savons artisanaux, sachets parfumés et même une liqueur expérimentale créée par le bistrot local. Puis les festivités proprement dites commencèrent avec un buffet généreux de spécialités provençales et un petit orchestre qui jouait des airs traditionnels. Alors, que le soleil se couchait, baignant la place du village dans une lumière dorée, une voiture s'arrêta à l'entrée de la place. Xavier en descendit, suivi d'une femme élégante aux cheveux gris coupés courts, vêtue d'un tailleur-pantalon bleu marine. Philippe, qui discutait avec le maire, s'excusa et se dirigea vers les nouveaux arrivants. Hélène, intriguée, le suivit. « Docteur. » Moreau salua Philippe en serrant chaleureusement la main de la femme. « Je suis ravi que vous ayez pu venir. Je n'aurais manqué cela pour rien au monde, » répondit-elle avec un sourire chaleureux. « Surtout après tout ce que vous m'avez raconté. » Hélène s'approcha, interrogeant Philippe du regard. « Hélène, je te présente le docteur Sophie Moreau, » expliqua-t-il. Elle était le médecin de Claire à l'hôpital. « Docteur Moreau, voici mon épouse, Hélène. » Les deux femmes se saluèrent, Hélène visiblement surprise par cette rencontre inattendue. « Le docteur Moreau a joué un rôle crucial dans l'histoire de Théo, » poursuivit Philippe. « C'est elle qui a insisté pour que l'ours reste avec Claire, jusqu'à la fin malgré les protocoles hospitaliers. Et c'est également elle qui a suggéré à Hélène de le donner à une autre enfant plutôt que de le conserver comme une relique douloureuse. J'ai simplement partagé mon expérience, » nuança modestement le médecin. « En 30 ans de pédiatrie, j'ai vu tant de familles brisées par la douleur. Certaines se renferment sur elles-mêmes, d'autres trouvent un moyen de transformer leur souffrance en quelque chose de constructif. J'ai toujours pensé que les objets aimés par nos disparus devaient continuer leur voyage, porter l'amour plus loin. » Hélène hocha la tête, les larmes aux yeux. « Vous aviez raison. Sans votre conseil, Théo serait resté dans une boîte au fond d'un placard et nous n'aurions jamais connu Manon. »« À propos, » dit Philippe, « il est temps de la présenter. » À notre invitée, elle doit être avec Élise près du buffet. Ils trouvèrent effectivement Manon qui aidait sa tante à servir les invités, Théo soigneusement installé sur une chaise à côté d'elle. En apercevant Philippe et Hélène, accompagnée d'une inconnue, la fillette s'approcha, curieuse, mais un peu timide. « Manon, » dit doucement Philippe, « je voudrais te présenter quelqu'un de très spécial. Voici le docteur Sophie Moreau. Elle a connu Claire et elle a connu Théo quand il était tout neuf. » Les yeux de Manon s'écarquillèrent. Elle fit une petite révérence maladroite qui fit sourire les adultes. « Enchantée, madame, dit-elle poliment. »« Le plaisir est pour moi, Manon, » répondit le médecin en s'accroupissant pour être à sa hauteur. « Philippe et Hélène m'ont beaucoup parlé de toi et de ton talent pour réparer les ours en peluche. » Manon sourit,
flattée. C'est Théo qui m'a appris la patience, expliqua-t-elle avec son sérieux habituel. Au début, mes poings étaient tout de travers, mais il ne s'est jamais plaint. Sophie Moreau rit doucement. Les meilleurs amis sont comme ça, ils nous acceptent avec nos maladresses. Elle observa l'ours avec attention. Il a bien changé depuis la dernière fois que je l'ai vu, mais je reconnais son regard. Les ours en peluche bien-aimés ont un regard particulier, tu ne trouves pas? Manon hocha vigoureusement la tête. Oui, c'est comme s'ils avaient une pas comme les jouets neufs des magasins. Exactement, approuva le médecin. Ils absorbent un peu de l'amour qu'on leur donne et ça se voit dans leurs yeux. Vous voulez le tenir? Proposa soudain Manon, tendant Théo vers la femme. Sophie. Moreau parut touchée par cette offre. J'en serais honorée, dit-elle en prenant délicatement l'ours entre ses mains. Un silence ému s'installa entre eux, chacun conscient de la boucle qui semblait se refermer dans cet instant. Le médecin qui avait veillé sur Claire et Théo, à l'hôpital tenant à nouveau la peluche après toutes ces années de voyage. « Tu sais, » dit finalement Sophie à Manon, « je crois que Théo a eu beaucoup de chance. D'abord d'avoir été aimé par Claire, puis par toi. Certains ours passent toute leur vie sur une étagère, sans jamais connaître de véritables aventures. »« Oh, Théo a eu plein d'aventures, » assura Manon avec enthousiasme. « Il est allé à Paris avec maman et papa quand j'étais bébé. Il a voyagé dans toute la Provence avec nous. Et maintenant, il est même célèbre. Son portrait est sur l'étiquette des savons à la lavande claire. » Philippe et Hélène échangèrent un regard attendri. Cette capacité de Manon à voir le monde sous un angle positif, à transformer même les événements douloureux en récits d'aventures et de croissance, était l'un de ses dons les plus précieux. La soirée se poursuivit dans une atmosphère de fête. Les villageois dansaient sur la place, les enfants couraient entre les tables, les anciens racontaient des histoires de lavande d'antan. Sophie Moreau fut rapidement intégrée à la célébration, captivant un petit groupe avec ses récits d'hôpital, les moments de joie, pas les drames, et son intérêt sincère pour la culture de la lavande. Plus tard dans la soirée, alors que les plus jeunes enfants commençaient à somnoler et que les étoiles brillaient intensément dans le ciel provençal, Philippe, Hélène, Manon et le docteur Moreau s'éloignèrent un peu de la fête pour marcher jusqu'à l'amandier, où tout avait commencé. L'arbre avait changé, lui aussi. Autrefois desséché et fragile, il avait retrouvé une certaine vigueur grâce aux soins attentifs de Xavier et au nouveau système d'irrigation. Ses branches portaient maintenant des feuilles verdoyantes et même quelques fruits en formation. « C'est ici que vous vous êtes rencontrés ?» demanda Sophie en observant l'arbre. « Exactement à cet endroit », confirma Philippe. Manon cousait Théo et je me suis arrêté, attiré par... Je ne sais pas exactement. Quelque chose dans cette image d'une enfant prenant soin d'un jouet usé avec tant d'attention. Les moments qui changent nos vies sont souvent les plus simples, observa le médecin. Un regard, une parole, un geste apparemment anodin. Manon, qui tenait à nouveau Théo contre elle, s'approcha du tronc de l'amandier et posa doucement sa main sur l'écorce rugueuse. Théo dit que cet arbre est magique, annonça-t-elle, que c'est un arbre à souhait. Si on lui confie un vœu sincère, il travaille pour le réaliser. Vraiment, sourit Hélène. Et quel souhait lui as-tu confié? Manon hésita, soudain timide. C'est un secret entre lui et moi, dit-elle finalement. Mais je crois qu'il l'a déjà exaucé en grande partie. Elle regarda tour à tour Philippe, Hélène et le docteur Moreau, puis serra Théo un peu plus fort contre son cœur. Dans la pénombre éclairée par la lune et les étoiles, son visage semblait rayonner d'une sagesse tranquille qui dépassait largement son âge. « Je crois que je comprends ton souhait, » dit doucement Philippe. « Et je pense que tu as raison. » Il s'est réalisé d'une façon que personne n'aurait pu prévoir. Il passa un bras autour des épaules d'Hélène, qui se blottit contre lui, émue par la magie de ce moment. « Savez-vous ce qui est remarquable dans cette histoire ?» intervint Sophie Moreau. « C'est qu'elle illustre parfaitement ce que je dis toujours à mes jeunes patients. Les blessures les plus profondes peuvent guérir, mais elles laissent des cicatrices. Ces cicatrices ne sont pas des défauts, elles sont les preuves de notre résilience, de notre capacité à continuer de vivre et d'aimer malgré la douleur. » Comme les coutures de Théo, acquiesça Manon. Chaque point raconte une histoire, une chute, une larme, un câlin, trop fort, mais il est toujours là, plus fort qu'avant. Exactement, sourit le médecin. Nous sommes tous comme Théo, en fin de compte,
rapiécés, imparfaits, mais entiers grâce aux soins de ceux qui nous aiment. Ils restèrent un moment en silence, sous l'amandier, laissant cette vérité simple et profonde résonner en eux. Au loin, la musique de la fête continuait, mêlée aux rires et aux conversations. La vie suivait son cours à Beauvallon, enrichie par les liens improbables qui s'étaient tissés entre ces êtres que rien, a priori, ne destinait à se rencontrer. « Il est temps de rentrer », dit finalement Philippe. La fête bat encore son plein, et nous sommes les invités d'honneur après tout. Ils reprirent le chemin du village, Manon marchant entre Philippe et Hélène, tenant leurs mains dans les siennes tandis que Théo reposait confortablement dans la poche de sa robe. Sophie Moreau les suivait, observant avec un sourire attendri cette famille recomposée par le destin et la résilience. En approchant de la place, Manon ralentit soudain et s'arrêta, obligeant les adultes à faire de même. « J'ai quelque chose à vous dire », annonça-t-elle, son expression soudain sérieuse. « Quelque chose que je garde pour moi depuis longtemps. » Philippe et Hélène échangèrent un regard inquiet. « Qu'y a-t-il, ma puce ?» demanda doucement Hélène. Manon inspira profondément, comme pour rassembler son courage. « Je crois que je sais pourquoi Théo est venu à moi, et pourquoi vous nous avez trouvés sous l'amandier ce jour-là. »« Pourquoi, selon toi, encouragea Philippe, intrigué. »« Parce que Claire l'a envoyé, dit-elle simplement, pour nous réunir tous. Pour que vous ne soyez plus tristes, et pour que j'aie une famille plus grande, pour que les trous dans nos cœurs soient recousus comme les trous dans Théo. » Cette déclaration, prononcée avec une conviction absolue, les laissa sans voix. C'était à la fois naïf et profondément sage, comme seuls les enfants savent l'être. « Tu sais, » dit finalement Sophie Moreau, rompant le silence ému, « dans mon métier, j'ai appris à ne jamais sous-estimer la sagesse des enfants. Ils voient souvent des vérités que nous, adultes, avons oubliées ou compliquées à l'excès. » Philippe s'accroupit pour être au niveau de Manon. « Tu crois vraiment que Claire a guidé Théo jusqu'à toi ?» Manon hocha la tête avec assurance. « Oui, elle me parle parfois dans mes rêves. Pas avec des mots, mais je sais que c'est elle. Elle a les mêmes yeux que sur les photos, et elle sourit comme Hélène. » Hélène porta une main à sa bouche, profondément émue. « Et que te dit-elle dans ses rêves ?» demanda doucement Philippe. « Que tout va bien, » répondit simplement Manon. « Que l'amour ne disparaît jamais vraiment. Il change juste de forme, comme quand je transforme un morceau de tissu usé en quelque chose de nouveau pour Théo. » Philippe sentit les larmes lui monter, aux yeux. Cette métaphore si simple et pourtant si profonde résumait parfaitement ce qu'ils avaient tous vécu ces dernières années. L'amour qu'ils avaient pour Claire n'avait pas disparu avec elle. Il s'était transformé, réinventé, trouvant de nouvelles expressions à travers leurs liens avec Manon, avec les Dufour, avec le village entier. « Tu es extraordinaire, Manon. »« Dufour, dit-il en l'embrassant sur le front, Claire aurait été fière de partager son ours avec toi. »« Je sais, » sourit-elle. « C'est pour ça que je prends si bien soin de lui. Pour elle, pour vous, et pour tous ceux qui auront besoin de... Lui après moi. Après toi ?» s'étonna Hélène. « Bien sûr, » confirma Manon comme si c'était une évidence. « Un jour, quand je serai grande, Théo ira aider quelqu'un d'autre. C'est sa mission. Il va de cœur brisé en cœur brisé, les réparant un à un. » Cette vision, de Théo comme une sorte de guérisseur itinérant, voyageant à travers les générations pour apporter réconfort et guérison, les toucha profondément. Il y avait quelque chose de magique dans cette idée, quelque chose qui transcendait la simple réalité matérielle d'un jouet usé. « Tu as sans doute raison, » concéda Philippe, « mais pour l'instant, sa place est avec toi, et la nôtre est à la fête. Allons rejoindre les autres avant qu'ils ne viennent nous chercher. » Ils reprirent leur marche vers la place du village, où les lanternes colorées brillaient dans la nuit étoilée. La musique s'était adoucie, remplacée par une mélodie plus lente et nostalgique. Quelques couples dansaient encore, enlacés sous les platanes centenaires. En regardant cette scène paisible, Philippe réalisa à quel point sa vie avait changé depuis ce jour fatidique où il avait pris la route nationale plutôt que l'autoroute. Il avait perdu l'homme qu'il était, cet homme d'affaires froid et obsédé par la réussite matérielle. Mais il avait gagné tellement plus, une communauté, une famille élargie et surtout une paix intérieure qu'il croyait à jamais perdue. La douleur de la perte de Claire ne disparaîtrait jamais complètement. Cette cicatrice resterait avec lui jusqu'à son dernier jour.
Mais comme Théo, son cœur avait été patiemment réparé, point par les mains habiles d'une petite fille qui comprenait instinctivement que les choses brisées méritaient d'être soignées plutôt que remplacées. Alors qu'il rejoignait la fête, Manon glissa sa main dans celle de Philippe, Théo toujours calé contre son cœur. Et dans ce simple geste d'affection, dans cette connexion qui défiait toute logique, mais qui semblait pourtant si naturelle, il sentit la présence de Claire, non pas comme un fantôme douloureux du passé, mais comme une bénédiction lumineuse sur leur présent. « Merci », murmura-t-il, autant à Manon qu'à l'univers qui avait orchestré cette rencontre improbable. « Merci pour tout ». Et sous les étoiles de Provence, entouré de sa famille recomposée par le destin, Philippe Mercier sentit enfin son cœur battre pleinement, sans la douleur lancinante qui l'avait accompagné pendant tant d'années. Comme Théo, il portait ses cicatrices avec fierté, non plus comme des blessures, mais comme des marques d'amour, des témoignages de résilience, des preuves que même le plus profond des chagrins pouvait, avec le temps et la tendresse, se transformer en quelque chose de beau.